Bonsoir à tous, c'est parti pour le 13e numéro du Montpellier Sport Club. Ravi d'être avec vous, merci de nous rejoindre sur la chaîne Twitch de la ville et de la métropole de Montpellier. On est très heureux de passer cette grosse heure et demie ensemble. On est donc avec Rui Pataka qui est sur le périph' parisien, qui s'est garé, qui sort du bureau, du boulot. Oui. Puisque voilà, tu sors Rui des bureaux de Créteil où tu officies. Est-ce que tu peux nous raconter voilà, qui est venu te chercher, comment ça s'est passé, comment se sont faits les contacts à l'époque? En fait, c'était un épisode un peu particulier de ma carrière. Hein. Je vous raconte l'anecdote. C'était par le biais de Monsieur Dinalo, le petit prince qui faisait le recrutement pour Montpellier à l'époque. Ils ont été allés assez loin avec Jean-Luc Gasset sur la coupe, à travers la coupe Interto, ancienne coupe Interto. Ils ont été allés jusqu'à la coupe UEFA. Et donc, ils ont réussi cette prouesse, mais le championnat, il allait très mal. C'était à l'époque où ils ont recruté Patrice Soko, Renald Pedros et Wedek. Et en Les fait, Nantais. Dinalo, il était allé me chercher à Belenenses. Et pour l'épisode, je marque un dimanche, je vais jouer dans le nord du Portugal à Gil Vicente. Je marque, on fait un partout et je prends l'avion le soir pour débarquer à Paris. Le lundi, je signe mon contrat à Montpellier. Je repars à Lisbonne pour résilier le contrat avec Belenenses et je repars le lendemain, mardi, où il y a un minibus avec Michel Mézy, Gégé Bernardet, Pascal Weiss et les dirigeants du club qui me ramènent à Sedan pour faire un match le mercredi. Donc on fait aussi un partout. Je joue titulaire, donc j'enchaîne 2 matchs. J'avais encore un peu mal partout du match de la Ligue 1 au Portugal. J'étais parmi les meilleurs buteurs au Portugal avec avec Jardel, notamment à Porto, João Pinto à Benfica et Acosta à Sporting, des attaquants de valeur avec des gros clubs. Moi, dans un petit club, je me bagarrais à la tête des buteurs. Et puis voilà comment j'arrive. Je connais Montpellier par le petit jet privé de Nicolas. Je découvre cette ville à la nuit, très très belle ville illuminée. Et c'est que le lendemain que je commence à voir toutes les rues de Montpellier. Voilà, et voilà pour l'épisode. Et puis, je me suis bien adapté. Je rentre dans un vestiaire qui vivait pas très bien, qui avait besoin de résultats. Et j'ai réussi à faire encore près de 8 buts sur la deuxième partie du championnat. On a failli se sauver. Et ça m'a permis de prolonger 4 ans à Montpellier et entamer l'aventure en Ligue 2. Mais bon, cette deuxième partie de championnat, on a failli se maintenir en Ligue 1 avec des défaites un peu burlesques à Saint-Etienne. Je me rappelle, on a perdu 5-4, une équipe qui encaisse 4 buts à l'extérieur. Tu as beau à marquer, mais bon, tu peux pas non plus inverser la tendance. Et puis, on a gagné contre Lens à la maison. On a perdu 1-0 au Parc des Princes avec Bernard Lama de but, Okocha, et une très belle équipe. Donc voilà, je me suis retrouvé au milieu de tout ça avec un gros état d'esprit et un président qui avait envie de tout donner pour lui. Donc c'est ça que je retiens de la paillade, c'est ça que je retiens de Montpellier. Et je suis sûr que ces gens-là qui ont tout fait pour que le club réussisse avec leurs moyens, j'étais très content de les voir champions de France. Voilà, c'est des moments positifs que j'ai envie de garder en tête et que je suis sûr que tous les gens qui travaillent au club, ils vont retrouver des forces pour remettre le club là où il faudra, parce que c'est un club, pour moi, c'est un club de cœur, c'est mon club de cœur en France, même Et si ça j'ai s'entend. représenté Créteil après, mais Montpellier, c'était quelque chose, hein, c'était mes belles. Voilà. Toi, tu as beaucoup de souvenirs évidemment en tête avec le MHSC, des bons, des moins bons, et ça s'entend et ils sont dans ta tête et dans ton cœur. Il y a un souvenir aussi qui est
depuis quelques années, notamment parce que ça a été exhumé, ressorti sur les réseaux sociaux et notamment avant ça sur Canal+, dans J+1. Il y a une scène à l'époque et il y a beaucoup de supporters qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit il faut absolument que tu demandes à Rui Pataka ce qui s'est passé. Il y a Louis Nicolin à l'époque qui sort du on est après un match, il est dans le couloir, t'es là avec ton bonnet, avec tes partenaires. Je pense que c'est la fin de cette première demi-saison que tu viens de disputer, mais tu vas nous le confirmer. Et Louis Nicolin sort, il est très énervé par les résultats et il dit de toute façon, il y aura pas de vacances. Il y aura des vacances pour personne, pas de Portugal, tu peux oublier ça. Et en passant devant toi, est-ce que tu t'en souviens de cette scène? Il dit de toute façon, les joueurs, ils pensent qu'aux vacances, c'est terminé, il n'y aura pas de Portugal. Bien sûr que je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, ça m'a marqué cette façon de parler, la colère, de vivre des moments intenses dans le football. On est dans la gestion des émotions. Il m'a même dit il ira manger chez Quick. Je me rappelle très bien. Donc je me suis pris une soufflante, même si, comme vous avez bien remarqué, j'étais pas convié pour ce match et je me suis pris plein la gueule, comme on dit, parce que lui, voilà, lui Nicolas, c'était ça. C'est pour ça qu'il était, moi je peux dire, il était attachant avec toute la bonne veillance que j'ai pour une personne comme lui, parce que c'était comme un père pour moi. Mais c'était quelqu'un d'attachant. C'est un mot que je retiens d'une personne comme lui parce que il pourrait y donner son cœur. Et en fait, c'était par rapport à tout ce qu'il mettait dans ce club et toute l'émotion qu'il avait pour ce club, que c'était lui qui a initié avec une belle aventure avec Michel Mézy, le père Gassé et toutes les gens que voilà, c'est difficile de commencer à entamer des noms parce que il y a des gens qui m'ont très marqué dans ce club. Je pense à Pierre Bourdel, Philippe Vernet, c'est des gens qui sont un peu dans l'ombre, mais qui ont compté beaucoup pour moi. Christian Lignares, je le voyais, entre autres. Mais voilà. Est-ce qu'il t'a vraiment privé de vacances au Portugal? Mais non, pas du tout, parce que voilà, il savait que si je partais pas au Portugal, j'étais pas performant. Donc voilà, s'il voulait des buts de Rui Pataka, il fallait laisser son Portugal. Voilà. Tu allais dire, je me souviens aussi d'un autre épisode. Oui, bien sûr, je me souviens très bien. Je me souviens très bien avec le lien que j'avais avec les supporters. Une fois, ils m'ont fait la blague parce que je connaissais pas toutes les rivalités en France. Je débarque là la deuxième année où je reste au club et ils me disent voilà, tu as ce maillot des ultras de la paillade. Si tu marques à Nîmes, au Costière, tu vas leur montrer ça. Tu lèves ton maillot et tu montres ce maillot, tu vas le mettre par-dessus et tout ça. Je dis moi très bien. C'était un challenge que un défi que j'ai essayé de relever. Et puis la blague, c'est qu'il y avait un gros crocodile avec une cible. Et quand j'ai marqué au Costière, je vais vers les supporters nîmois et je leur montrais ça. J'étais haï partout à Nîmes. Je me rappelle de revenir à Nîmes avec Créteil et à cette époque-là avec Arthur Georges. Il m'a mis sur le banc dès que je pars à l'échauffement. Les stewards ils sont venus parce que le mec il voulait sauter des grillages pour me frapper. Donc voilà pour l'épisode aussi. Et pas seulement je marquais au Costière, j'ai aussi marqué à la Mosson contre Nîmes. Donc voilà. Et ben justement, tu as marqué en effet à la Mosson contre Nîmes et je voulais te faire ce petit cadeau. Alors il y a un petit décalage, mais je vais te laisser le temps de l'écouter. Je vais te le faire écouter avec mon téléphone. J'ai retrouvé cette pépite. C'est Philippe Sers qui commentait les matchs. Il vient de prendre sa retraite. Tu l'as sans doute suivi ce week-end. Il a commenté son dernier match avec Montpellier, avec le club désormais contre le Paris Saint-Germain. Il arrête sa carrière, Philippe Sers, qui a commenté pendant des années. Et donc, à l'époque, il commente ce but. Regarde, je te le fais écouter. Je sais pas si tu l'as réentendu depuis, mais il y a quelqu'un qui a, voilà, sur un site de supporters sans doute, qui a archivé ce moment-là. J'essaie de te faire écouter ça. On joue à la passe à 10 de Montpellier, bien sûr, pour essayer de mettre toujours la balle loin de la cage de Mercure. Ça pour le contrôle, le coup pour Pataka, le ballon va rentrer, la
Voilà, le commentaire de Philippe Sers. Excellent, excellent Bertrand, excellent. Ah oui, si je me rappelle très bien, c'était en effet des belles moments, des beaux moments à vivre. Voilà, bah, tout ça c'est derrière nous. Euh, une carrière, ça passe très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs qui représentent Montpellier et ce club, ils doivent avoir des liens très forts avec des anciens joueurs qui leur portent le maillot dès leur signature et qui leur fassent bien faire voir que dans quoi ils sont mis, quoi. C'est un club qu'il faut aller jusqu'au bout de ses tripes et c'est comme ça. C'est l'âme, c'est l'ADN de ce club-là. C'est que les joueurs qui signeront dans ce club, il faut qu'ils soient prêts à tout donner. À tout donner. Et c'est fort ce que je dis, mais il faut mourir sur le terrain. J'allais te demander, Rui, en effet, tu parlais de ta relation aux supporters, aux ultras tout à l'heure, et puis ce fameux maillot au Costières, tu étais le monsieur derby à Montpellier parce que tu avais marqué 2 fois dans les matchs face au Nîmes Olympique. Est-ce que ta relation aux supporters, elle allait au-delà de la Mosson et de Gramont? Est-ce que tu as des exemples et des anecdotes par rapport aux supporters au-delà du terrain et des tribunes? Bien sûr, ça va, comme tu dis, Bertrand, c'était très bien analysé. Bon, tu as dû entendre parler. Moi, avec les supporters, bon, c'était quelque chose qui s'est créé naturellement, pas du tout forcé. Et puis, voilà, et j'avais ce lien qui me donnait aussi la force et l'envie de faire des choses bien, même si parfois, bon, les choses ne sortent pas toujours comme on veut. Mais c'était une force pour moi. Ça a vraiment marché comme un deuxième joueur sur le terrain, notamment à Montpellier, parce qu'une fois j'étais invité à l'enterrement de Mathieu, je me rappelle encore de son nom parce qu'il appartenait à une famille qui étaient ils étaient tous ferveux de Montpellier. Et en fait, moi j'étais présent aux funérailles de cette personne-là. C'était très émouvant parce qu'il y avait pas mal de représentants du COP et des ultras de la paillade. Et en fait, il y a eu cet épisode-là qui m'a tissé encore plus, qui a tissé des liens très forts avec les supporters. Et c'est eux qui m'ont demandé de ramener la couronne des fleurs pour le public pendant un match après le décès de Mathieu. Donc toutes ces choses-là, ça va au-delà de tout ce qui est foot, gestion d'émotions. Je suis content, je suis pas content. Les résultats, ça passe au-delà de tout ça. On est tous là de passage. Et puis, il faut tisser des liens, il faut pardonner, il faut être attentif envers les autres parce que on n'est rien. Hein. En fait, on peut faire millions de choses de bien, mais on est tous pareils. En fait, c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est un beau message que tu adresses parce que et puis Ouais. ça montre aussi que tu as une réflexion qui va bien au-delà du foot et c'est voilà ça fait chaud au cœur à entendre et il y a Lucas qui dit aussi une chose qui est vraie, c'est qu'en Ligue 2 les supporters qui viennent sont peut-être un peu plus qu'en Ligue 1 sont ceux qui aiment vraiment le club donc les joueurs qui sont là lors d'une période Ligue 2 et qui mouillent le maillot comme Rui l'a fait durant sa période à Montpellier sont encore plus aimés par le public et ça c'est vrai. Il y a Vincent aussi qui dit merci de le dire, sans les autres, nous ne sommes rien, en effet, par rapport au message que tu as adressé. Je vais te raconter un truc, Rui, et je pense que tu vas apprécier, toi qui avais une relation si particulière et si forte avec les supporters, c'est que ce week-end, il y avait un match très important pour les U19 de Michel Rodriguez. Ils se sont qualifiés, ils ont gagné le dernier match contre Monaco qui les qualifie pour la phase finale du championnat de France, donc c'est une sacrée performance, et ils ont été poussés, une fois n'est pas coutume, et c'est vraiment, j'ai trouvé ça absolument fantastique, par les ultras justement de la Butte Payade qui sont allés à Gramont, qui ont envahi et investi toute la tribune et qui ont encouragé pour un match des U19. On voit pas ça évidemment tous les jours dans un club de foot, et ils l'ont fait parce que d'abord ils aiment ils aiment les jeunes. La Butte Payade, c'est marqué aussi toute l'identité et toutes les générations. Et là, je pense qu'ils ont marqué une génération vraiment au fer rouge
c'est peut-être plus important encore que tous les discours qu'on peut leur tenir à ces jeunes à Gramont toute la semaine. Ils sont importants, évidemment, les discours des éducateurs, des encadrants, des dirigeants. Mais là, quand vous avez à seulement 17, 18, il a même des 16 ans, voilà, enfin, quand vous avez des jeunes comme ça qui sont marqués au fer rouge par les supporters qui viennent vous dire voilà à qui vous appartenez, voilà dans quel club vous êtes et qui chantent pour vous sur tout un match, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et je pense que ça tu parlais d'appartenance tout à l'heure, tu parlais de mourir pour ce club et pour ce maillot, des valeurs que ce club t'a transmises. Bah, je pense que ça, c'est tout à fait en lien avec ce que tu racontais, quoi. Bien sûr, et en plus, je pense que c'est une bonne hommage pour Michel Rodriguez qui fait un super boulot. Et c'est quelqu'un aussi qui est simple et qui mérite parce que c'est quelqu'un qui travaille. Il faut savoir que Michel, c'était mon joueur à Créteil. Et moi, dès que je me suis remis dans les staffs, parce que j'ai entraîné à Créteil, j'ai entraîné à Rodez, j'ai toujours eu des joueurs que j'ai côtoyés à Montpellier et j'étais allé les chercher avec les yeux fermés. Ça veut dire l'ADN montpelliérain. J'ai eu Michel Rodriguez à Créteil, j'ai eu à Rodez Cyril Ramon avec Condio, Johan Condio. Et à chaque fois qu'il y avait un joueur qui m'a été proposé dès que j'ai passé au staff, il y avait des agents qui me disaient oui, mais il est un peu difficile. Moi, je n'hésitais pas. J'allais les yeux fermés parce que je pourrais jouer sur ça et dire attention, tu sais d'où tu viens. Donc là, il y a plus d'excuses. Il faut avancer et on se regardait à peine et c'était même pas la peine de pousser des cris ou de pousser des discours très très prononcés. Les mecs, ils étaient là pour moi. Et voilà, après, on ne peut pas tous les avoir, mais bon, l'ADN montpelliérain, c'est quelque chose qui est reconnu pour tout le monde. Et donc, Michel, je ne suis pas étonné que la butte, ils sont venus comme ça parce qu'ils savent très bien les valeurs qu'il transmet aussi à son équipe. Et bravo à lui pour son parcours. Et j'espère qu'il ira au but de cette aventure. Et Rui, t'es connecté avec ton téléphone là en ce moment dans ta voiture et je me suis laissé dire que à une époque, la sonnerie de ton téléphone, c'était, je t'ai fait écouter tout à l'heure un but de Philippe Sers. La sonnerie de ton téléphone, c'était les buts de Philippe Sers. C'est ça, exactement. Ah ouais. Je l'ai encore. Hein. En fait, j'ai changé de téléphone parce que l'autre, il a tombé en panne. Et à Créteil, les gens ne comprenaient pas trop. J'avais la sonnerie de mon téléphone. Il est encore. Sauf que là, je l'ai changé parce que quelquefois, j'avais honte parce qu'il crie tellement. Ouais. Mais bon. Et puis, dans ma voiture, si tu veux, moi, je vais juste pour te montrer un peu ce que j'ai dans ma voiture. J'ai c'est inside. une image de fond. J'ai une image de fond et regarde Ah ce que oui. j'ai. Wow, c'est beau ça. C'est beau. Dans mon panneau, tous les jours, il m'accompagne. Donc, il est toujours là. Eh ben, voilà. Je l'ai posté sur les réseaux tout à l'heure, cette photo, pour réannoncer ta présence. Elle est magnifique, cette photo avec lui, Nicolas. Elle est fantastique. Voilà. Et bien voilà, parce que voilà, aujourd'hui, que ce soit les dirigeants de Créteil, que le président, de temps en temps, quand il vient ici, il me dit ah ouais, pourquoi tu ne mets pas la mienne? Ouais, il va être jaloux. Parce que ce monsieur, il est spécial pour moi, voilà, c'est tout. Et bon, il n'y a personne, vous n'avez pas besoin de savoir, mais bon, depuis que je roule, depuis que je suis revenu au poste de directeur général en 2018, je l'ai balancé parce que je n'ai pas changé de voiture pour l'instant et elle est toujours là, avec plaisir. Je pense que ça montre vraiment la tâche que j'ai gardée avec ces clubs. Benji, est-ce que tu as la mienne dans ta voiture? Jamais de la vie. Désolé, tu ne m'as pas envoyé encore. Jamais de la vie, je te mets en photo. Et Attends, parce qu'aujourd'hui, on peut faire une capture d'écran et je vais la faire et puis voilà. Rui, ouais, c'est le président Nicolas Loulou, parce que tu as joué pas longtemps au foot, c'est ta plus belle rencontre, ta plus marquante dans toute ta carrière? Bien sûr, parce que c'est quelqu'un c'était tellement beau de le voir, les expressions, il pourrait te sortir des choses, tu t'attendais même pas.
et tu gardes les cris à la mi-temps, à la fin de match, quand il gagne, il avait un plaisir immense. Les challenges, les défis qui se mettaient, l'arbitre qui disait je vais vous faire un rapport, il rentre dans le vestiaire, Pataka, donne-moi ton maillot, Nenad, donne-moi ton maillot, Franck Sylvestre, donne-moi ton maillot. Il revient au vestiaire des arbitres, il dit voilà, je me suis importé, monsieur l'arbitre, tenez, c'est énorme. Voilà, c'était lui, Nicolas, avec toute sa franchise, voilà, il était unique, quoi. C'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Oui, tu es en train de faire hérisser le poil de tous les supporters de la Ah, planète. ben là, Je te le dis tout de suite, là, il y a Patou sur le chat là, qui nous dit putain, je peux le dire, je le kiffe ce mec. Il y a Cédric qui dit merci Rui, tu me redonnes foi en l'homme loin des chouineuses qui vont chez Roten ou dans l'équipe pour jouer les Calimero. Bon, il fait référence à Wally Kazri qui, voilà. Il y a Anne qui dit ça, c'est pas les valeurs de nos cadres. Enfin bref, tu es en train de redonner foi en toute l'humanité montpelliéraine. Il y a Lucas qui dit il y a plus d'arbitres qui ont des maillots de Rui que des supporters. Il y a Anne qui dit merci pour tous ces souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique ce que tu es en train de raconter. Et quelque part, tu es en train presque de nous faire aimer la Ligue 2 aussi, parce que tout le monde l'appréhende à Montpellier, cette descente en Ligue 2, notamment ceux qui n'ont jamais connu la Ligue 2, ils se disent mais catastrophe, on descend en Ligue 2, on va jamais remonter. Et en fait, bah voilà, toi non seulement tu es la preuve que on peut remonter parce que tu as connu la montée, tu as fait remonter le club tout de suite après qu'il soit descendu au-delà de tes 6 premiers mois à Montpellier. Et puis surtout, la Ligue 2, bah, tu l'as aussi fait aimer à tous les pailladins qui supportaient le MHSC à l'époque. Hein. C'était pas, voilà, elle a aussi ses atouts, elle a aussi son charme, et Benji peut en témoigner. Bien sûr, il faut pas s'arrêter là-dessus parce qu'encore une fois, je reviens sur mon ancien président, Louis Nicolas, mais c'est quelqu'un qui voyait les choses tellement avec une légèreté qui faisait passer ça à tout le monde et qui disait, dès qu'il a su qu'on descendait, il disait on ira à Guignon et on ira voyager à Guignon. Donc tout ça, ça faisait rigoler et tu changes de suite ton état d'esprit. Parce que voilà, c'est ça on va connaître les quatre coins de la France. Voilà, c'était quelqu'un qui voyait toujours la chose avec une légèreté et il passait ces infos-là, il passait ces messages-là. Il n'y a rien de spécial. C'est vrai qu'il y a une sorte de déception de descendre de division, mais il faut prendre ça avec une certaine légèreté et remettre les choses avec des objectifs et je suis sûr que ça va aller quoi. Il ne faut pas faire de ça un drame et avec beaucoup de sérieux mais sans en faire un drame, c'est ça, c'est que le foot et puis Louis Nicolin il en avait vu d'autres et il savait que c'était cyclique et que ça finissait par revenir et que voilà, le foot c'est un éternel recommencement et donc voilà, Montpellier, on l'espère tous, finira par renaître de ses cendres. Il y a Cédric qui me dit exactement, et on verra les vrais à ce moment-là. Je sais que c'est pas accepté partout, mais on est bien entre pailladins quand même. Voilà, ça c'est Cédric qui est un fervent supporter et qui se dit ça depuis un moment. Je le lis moi, Cédric, sur que ce soit ici ou sur les réseaux. Et Cédric, c'est un ultra, à mon avis. Enfin, je crois pas trahir de secret en disant ça ou pas mentir en disant ça. Et ça fait un moment qu'il dit ça, qu'il dit qu'en Ligue 2, finalement, la famille se retrouve. C'est ce que je te disais, Bébert. Tous ceux qui étaient dans la tribune l'autre jour sur les matchs des U19, t'es persuadé que c'est des mecs qui seront là quand tu joueras contre Laval à la Mosson. C'est le vrai vivier, le vrai cœur des supporters. C'est pas ceux qui étaient contre Paris la veille à la Mosson où on venait voir les autres à droite à gauche, on venait voir les Ramos, les Kvaratskhelia et tout. Le vrai cœur, il va être là. Moi, j'ai une image qui est belle, qui est en tête, parce que c'est ce que je te dis. C'est parfois de redescendre, c'est de repartir sur de nouvelles bases. C'est Laurent Abergel, le capitaine de Lorient, que j'ai vu il y a un an, mais effondré par la descente de son club. Et là, j'ai revu pleurer, mais cette fois-ci de joie, parce qu'il est remonté. Alors, Lorient, ça travaille bien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la descente en Ligue 2, c'est pas une fin en soi, c'est pas la mort d'un club, parce qu'on a vu que financièrement, Laurent Nicolin avait sécurisé. Par contre, il va falloir vraiment très, très attentif. Le risque que tu as réellement, c'est de te dire que comme tu descends, tu es à l'étage au-dessus, que la Ligue 2, ça va être simple, ça va être facile. Si tu fais ça, tu vas passer une saison vraiment galère. Clermont, par exemple, qui est le contre-exemple de Lorient. Et par contre, si tu te prépares à aller au combat et à créer une équipe, et s'ils sont fédérés autour de Zoumana Camara, tu pourras passer une belle saison.
et recréer une dynamique parce que tu vas retrouver tes supporters les plus vaillants et ils seront là la première journée pour encourager. Et si ça gagne petit à petit, ben, ça va refaire une osmose. C'est ce qu'on espère tous, mais ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Ouais. Rui, c'est la première fois que je fais ça dans l'émission, comme les jeunes. Je te fais un gros cœur orange et bleu parce que ça a été un bonheur de t'avoir. Je sais que je dois te libérer parce que déjà, on a grappillé un peu de temps. Déjà, il a pris un PV là. Il a dû prendre un PV, c'est dégagé. Non, déjà, tu m'envoies ton PV, je règle. Bertrand et Benjamin, ça me fait plaisir de participer à votre émission. Et vous comptez sur moi quand vous voulez. C'est ce que... de temps de libre. Là, aujourd'hui, j'ai encore un rendez-vous à 20h. C'est pour ça que... Mais bon, c'est plaisir toujours parce que ça me remet, ça me fait revenir, remonter un peu de temps. Et pour un club comme Montpellier, parler de foot, c'est toujours très plaisant. Et j'espère beaucoup de bonnes choses pour votre émission. Et voilà, je vais vous suivre plus en plus. Merci sympa, beaucoup, Rui, c'était un plaisir. Merci beaucoup pour ta gentillesse et pour les mots que tu as eu ce soir et toute la paillade là te remercie. Cédric dit merci Rui avec des cœurs orange et bleu. Lucas également, merci Rui. On te verra l'an prochain en attaque au MHSC pour la nouvelle saison. Il y a Vincent qui disait aussi descendre, ce n'est pas la mort en effet. Il faut avoir des objectifs élevés, remonter sous 2 ans. Au-delà, c'est compliqué. Je pense en effet que on en a déjà parlé dans cette émission, mais que la remontée sera, à mon avis, ne devra pas être un objectif affiché la saison prochaine et on verra sans doute sous 2 ans. Il faut aussi laisser un peu de temps à Zoumana Camara de s'installer et de mettre ces choses en place. Patou qui dit Pataka, je t'aime. Voilà, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Là. Tu vas faire beaucoup de jaloux. Il va falloir. Merci, Rui. Allez. Merci. Il reviendra. Merci. À très bientôt. Merci. Ça a été un plaisir. T'es un amour. Merci, Rui. Merci. À très vite. Ciao. Bon, voilà. C'est un beau cadeau, je pense que Rui et nous vous avons fait ce soir de réentendre un garçon qu'on entend si peu, mais dont le discours est si fort, franchement. Ouais, franchement, c'était. Alors après, j'espère qu'on va le réavoir quand il sera posé, qu'il captera bien, parce que les petits soucis de connexion, j'avais du mal à tout comprendre. C'est un peu comme quand on avait eu Cyril Jeunechamp, c'est d'autres générations qui ont marqué l'histoire du club. Et tu vois que il te parle toujours de valeur. Il y a un décalage. C'est ce que je te dis à chaque fois quand on a des anciens qui te racontent comment ça se passait à l'époque au club, dans le vestiaire, tout ça. Et chaque fois, malheureusement, c'est humain. Tu es obligé de faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement. Et tu prends un gros choc. Et ça explique aussi où en est le club là. Aussi, parce que quand Rui, les valeurs qu'il t'explique, malheureusement, c'est des valeurs qu'on n'a pas assez vues cette saison, quoi. Il n'y a pas tout MHSC 74 là qui nous dit ça fait du bien d'entendre tout ça par les temps qui courent. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est des discours. Moi, ça me, tu sais, les supporters, ça te remonte, ça te rebooste. Et puis même en tant que nous observateurs et quand même un peu supporters du club et on va pas se le cacher parce que forcément quand tu commentes le club pendant 5 ans, faut pas se voiler la face. Bien sûr que tu plonges dans la marmite comme Obélix et Obélix c'est plutôt toi et moi c'est plutôt Astérix. Mais voilà, on est heureux d'entendre des discours comme ça, comme Jeunechamp, comme Fred Mendy, moi quand il parle avec le cœur comme il fait à chaque fois, j'adore. Enfin voilà, ça fait du bien et ça fait du bien à tout le monde et on le lit et on le voit et on l'entend. Benji, toi tu vas pas faire du bien à tout le monde là tout de suite parce que il est 19h41. Alors on va vous expliquer un peu l'émission. On était parti sur une demi-heure avec Rui Pataka qui m'avait dit je peux faire 19h, 19h30. Bon, il a débordé et pour le plus grand plaisir de tous, et tant pis s'il est en retard à son rendez-vous à 20h, c'est pas notre histoire, c'est pas notre problème. Mais ensuite, on voulait vous faire 2 thèmes avant qu'on reçoive tout à l'heure Johan Codulot, qui est l'entraîneur en chef du MHR. On va avoir quand même du lourd là tout à l'heure avec le coach du MHR qui sont 6e, les rugbymen héroltés actuellement et donc potentiellement à quelques matchs de la fin désormais en play-off. Donc ça, c'est assez énorme. Il sera avec nous à partir de 20h, le coach Codulot. Et avant ça, on voulait vous faire un petit point mercato. Alors, je sais pas, peut-être en fonction, Benji, peut-être qu'on le décalera à 20h30 et que je ferai un petit point mercato à 20h30 après le coach Codulot. Comme ça permet de teaser. Et puis toi, je sais que là, c'est ton moment, c'est ton heure, parce que Benji, il m'a passé un coup de fil la semaine dernière. Et à juste titre, il était complètement foudrage. Franchement, je te dis la vérité, je t'ai rarement vu comme ça, Benji.
Non, mais tu as des raisons. Tu vas nous expliquer tout ça. Lucas qui nous disait très curieux d'entendre dans 10 ans nos pseudo-cadres qui auront marqué le club financièrement et quel avis ils auront avec le recul. Je suis pas sûr que si le Montpellier Sport Club existe encore dans 10 ans, je suis pas sûr qu'on appellera beaucoup de monde de cette non, pas sûr. De cette formation. C'est pas le projet. Il y a Patou également là qui nous disait mais on veut plus les entendre, c'est comique. Voilà, il répondait à Lucas. On veut entendre Benji en revanche sur un sujet annexe, les amis. On ouvre une petite parenthèse sur le foot amateur parce que Benji joue à Valère. Je fais une très courte présentation. Benji et ensuite je te laisse la parole. Benji joue à Valère, donc évidemment en amateur, et Benji jouait contre Moggio le week-end dernier. Match quand même assez important. Enfin voilà, on est sur la fin de saison et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal terminé, mais au-delà de mal se terminer, c'est les épisodes qui ont suivi avec les instances dirigeantes. Elles sont pas là ce soir, donc on leur donnera éventuellement un droit de réponse à un moment donné dans une émission, évidemment, parce que je sais que voilà, toi, tu es très, très en colère. Benji, je te laisse raconter la suite. Et, parce que ça ne concerne pas seulement Benji, c'est aussi la raison pour laquelle on parle. Ça ne concerne pas seulement Benji, ça ne concerne pas seulement Valère, ça va bien au-delà, ça concerne tous les joueurs amateurs. Et on est des milliers, des millions en France tous les week-ends sur les terrains. Donc Benji, je te laisse raconter pourquoi tu es énervé. C'est ça, Bertrand. En fait, il faut expliquer quelque chose. C'est un sujet que je voulais, même quand on était dans notre précédente vie, Bertrand, je voulais en parler. Parce que moi, je suis au quotidien du foot amateur et des joueurs et je me suis aperçu en jouant en district, en niveau très bas, en fait, à chaque fois, parce qu'il y a toujours la petite bière d'après-match, face avec l'adversaire, ça se passe la plupart du temps très bien. Et en fait, en discutant, à chaque fois, il y a des gars super sympas, je les salue, des joueurs de Sussargues, de Pérol, d'où tu veux, qui viennent me voir, qui me disent « Ah, j'adore ce que vous faites avec Bertrand, j'aime beaucoup l'émission. » On parle, c'est tout le temps des supporters du MHSC, bien évidemment. Donc, on parle MHSC, on parle tout. Et des fois, il arrive qu'il y a certains joueurs qui me disent « Mais vous parlez tout le temps du MHSC, du monde pro, c'est très bien. Mais nous, des fois, nous, les petits joueurs de district, on est à la bière. Mais on a des choses à dire aussi, on a des revendications à faire. » Donc petit à petit, ils ont commencé à m'expliquer un petit peu les failles, les choses qui fonctionnaient pas dans les décisions, parce que le monde amateur, le football amateur, c'est très compliqué. Ça se passe bien parfois, mais parfois il y a des, comme dans le monde pro, il y a des choses qui se passent très mal. Et là, ils commencent à m'expliquer, à me relater un petit peu des faits, et j'avais promis que quand je pourrais, on en parlerait. Et ce qui a fait un petit peu accélérer la chose, parce que là, j'étais vraiment spectateur et auditeur de ce qu'ils me disaient, c'est que j'ai enfin été acteur, puisque j'ai enfin vécu ce qui me racontait un petit peu les choses. Je l'ai vécu la semaine dernière. Donc c'est pour ça que j'ai dit on va en parler, parce que là, je suis un peu plus serein, mais c'est pas des propos qu'on m'a donnés, c'est moi. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose qui m'a mis hors de moi, qui m'a gêné, qui m'a dérangé. Je veux pas faire du tout de polémique et je fais vraiment ça dans un but honnêtement pédagogique. Tu me connais, Bertrand. Moi, c'est vraiment pour essayer de faire progresser les mentalités, parce que je trouve dans le monde amateur, tu es délaissé et en termes d'instance, ça se passe pas très bien. En fait, ce qui s'est passé, pour être rapide, pour ce qui s'est passé, c'est qu'on a joué un match. Donc, on jouait un match, tu l'as dit tout à l'heure, c'était face à Moggio. Le match était un petit peu comme un match de district. Écoute, un match un petit peu viril, mais correct. Pas de souci. L'équipe de Moggio, je voyais que la tension montait un petit peu. Prend un premier carton rouge à 20-25 minutes de la fin. Et après, à 10 minutes de la fin, ils prennent un deuxième carton rouge. Donc, ils prennent un deuxième carton rouge. Et le problème, c'est que donc l'arbitre, j'y reviendrai parce que la finalité, ça va être de parler de lui, parce que j'ai pensé pratiquement qu'à lui. L'arbitre, il met le carton rouge totalement justifié d'un défenseur. Enfin, il n'y a aucune contestation possible. Et il s'avère que le joueur de Moggio, j'étais juste à côté, c'était vraiment acheté à 1 mètre, va vers l'arbitre, fait semblant de lui mettre un coup de tête et l'insulte. Je suis à côté, l'arbitre recule, donc très choqué de suite, je regarde, j'ai fait, moi j'ai de suite avec un joueur de Moggio, on est allé vite séparer, on a enlevé vite le joueur et tout. Monsieur l'arbitre, du coup, siffle la fin du match. À 10 minutes de la fin, alors on menait 3-2, même si c'est des petits niveaux, on menait 3-2 et on était à 11 contre 9. Du coup, il siffle la fin du match. Nous, on s'est dit, de toute façon, on a match gagné. On n'avait rien fait du tout. On s'est dit, on a match gagné. Donc, moi, je suis assez choqué. J'essaie de discuter un petit peu avec l'arbitre à ce moment-là. L'arbitre, ça pourrait être mon fils, hein, Bébert. Ça pourrait être mon fils, il doit avoir 19 ans. J'essaie de discuter un petit peu avec lui, voir s'il n'est pas trop choqué, comment ça va. Sachant qu'il se fait encore menacer un petit peu par le joueur en question qui lui dit, je t'attends à la sortie, je vais te voir à la sortie. Donc, le match s'arrête, voilà, tout ça. Donc là, ça allait. J'étais choqué aussi parce que j'aime pas voir ça et c'est pas ma mentalité, même mes coéquipiers pareil. Et le problème, c'est qu'on reçoit le PV du coup des instances la semaine d'après
où dans le PV, on nous explique qu'en fait, ça relate exactement tous les faits que je t'ai expliqués pendant le match. Ça relate exactement parfaitement. Mais la finalité du PV, c'est qu'en fait, comme l'arbitre, il juge que ce n'est pas une agression caractérisée, que ce n'est pas grave, parce qu'il n'a pas été touché physiquement, ben en fait, en gros, l'arbitre a fait une erreur d'arrêter le match et on va rejouer ce match. Donc nous, déjà, dans le premier temps, on a un sentiment d'injustice totale en termes sportifs. Parce que nous, on était à 9 contre 11, on gagnait 3-2, on joue peut-être la montée, on va peut-être finir deuxième, mais voilà, après, je sais ce que vous allez me dire, c'est des bas niveaux. L'aspect sportif, ça m'a énervé pendant un jour, j'ai dit c'est injustice et tout. Mais après, là, c'est là que je me suis posé la question. Et il faut savoir qu'en même temps, les instances, et je ne vais pas cracher dans la soupe, c'est même pas pour les attaquer. J'ai fait une campagne de sensibilisation pour eux il y a 3 semaines, en expliquant qu'il fallait respecter les joueurs, les éducateurs, les spectateurs devaient respecter les jeunes surtout quand ils sont. Et c'est très bien leur campagne. Et en même temps, je vois qu'ils font une campagne pour respecter les arbitres. Et là, je me suis mis à la place du petit jeune arbitre. Donc, il a eu très peur. Moi, quand il y a eu ça, j'ai vu la peur dans ses yeux. J'ai vu la peur dans les yeux de l'arbitre. Et je lui ai dit, je suis allé réconforter, je lui ai dit, c'est pas comme ça tous les week-ends, il démarre. Déjà, rien que, pour t'expliquer, Bertrand, un gamin de 19 ans qui vient en district arbitrer le dimanche, parce que tu gagnes presque rien, hein, qui vient déjà, qui a le courage de venir arbitrer des seniors en district, et limite, je lui dis bravo, bravo. Et là, en fait, cet arbitre, il a pris une décision, et les instances lui ont expliqué une semaine après qu'il avait fait une faute, une erreur, alors qu'il a été menacé. Il a été menacé, j'étais à côté, il a été menacé de prendre un coup de tête, menacé d'être attendu à la sortie. Il a arrêté le match, et on lui a expliqué qu'il avait fait une erreur parce que ce match n'aurait pas dû être arrêté parce qu'il n'a pas été frappé physiquement. Et là, je me suis dit, mais et en parallèle, on a les instances qui nous font de la prévention et c'est très bien pour protéger les arbitres, respecter les arbitres. Donc, le gros problème du foot amateur, Bertrand, que j'ai, après je te laisse enchaîner, on rebondit. Le gros problème que j'ai, c'est que c'est ce que m'avaient dit tous les joueurs que je vous racontais en préambule. Il y a un gros décalage entre ce qui se passe le week-end sur les terrains et ce qui se passe dans les bureaux et dans les instances. Et là, ce cas-là, pour moi, il est symptomatique qu'il y a un gros problème de cohabitation, il y a un gros problème dans la réglementation. Et malgré tout, parce que nous, on s'est plaint aux instances, je vais te dire la vérité, on s'est plaint, on a expliqué qu'on comprenait pas. Et les instances, en gros, c'est ce qu'on te dit, c'est on comprend votre colère et on comprend votre énervement, mais les règles sont comme ça, point barre, ne faites même pas appel, les règles sont comme ça. Donc, t'imagines quand même alors ça, c'est ma paroisse, ça pourrait être n'importe quel club. Ça veut dire que le règlement, puisque c'est ce sur quoi s'appuie évidemment le district qui a répondu au club de Vallergue après l'appel, ou en tout cas la volonté de faire appel au départ de cette décision, c'est que donc le district s'appuie sur le règlement. Ce règlement, visiblement et manifestement, ne permet pas totalement de protéger l'arbitre, puisqu'on lui reproche d'avoir arrêté le match, alors même qu'il était menacé, sous prétexte qu'il n'a pas été touché, frappé, agressé physiquement. Enfin, c'est pas supportable. Et ce qui est en plus pas supportable, c'est que derrière, on vous fait, bon, ça c'est conséquence, on vous fait rejouer le match la semaine prochaine, l'intégralité, vous repartez à 0-0, 11 contre 11, et tout le monde a le temps de... Enfin, voilà, c'est pas normal. Après, ils ont aussi décalé, du coup, la dernière journée de championnat par un souci d'équité, en fait. Ça veut dire qu'elle est décalée au week-end d'après. Donc, pareil, les joueurs et les clubs gueulent, parce que c'était prévu d'être fini, la championnat était fini, tout a été décalé à cause de cet épisode-là. Mais moi, je m'inquiète. On sait, Bertrand, on sait les chiffres, on sait très bien qu'on a du mal à recruter. Moi, je le vois à mon niveau. J'ai souvent des arbitres de 50, 60 ans. Hein. J'ai des anciens, vraiment souvent des anciens. Des jeunes, c'est beaucoup plus rare. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus faire ça. Ils veulent plus parce que tu n'as rien à gagner à faire arbitre. Parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs, ça se comporte mal. En dehors des terrains, ça se comporte mal. Et le problème, c'est que quand ça se comporte mal et qu'il a le cran d'arrêter le match, de prendre une décision et qu'on lui explique qu'il n'aurait pas dû faire ça, mais moi, honnêtement, je suis à sa place, mais jamais de la vie, je retourne arbitrer. Je dis, ça veut dire quoi? En fait, il aurait fallu que je me fasse casser le nez, que je prenne un coup de boule. C'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins d'arbitres, il y en a de plus en plus qui arrêtent, il y en a de plus en plus qui jettent l'éponge. C'est un fait, c'est une vérité. Voilà, il y a beaucoup d'arbitres et moi, malheureusement, je les comprends. Tiens, il y a Lucas qui nous dit, en tant que jeune arbitre amateur en Belgique, je ne peux qu'affirmer et valider ses propos. Les arbitres sont constamment sous pression et souvent visés comme coupables en cas de défaite. Nous ne sommes pas protégés malgré ce que certains croient et les agressions envers les arbitres sont extrêmement fréquentes. Certains oublient que sans arbitre, il n'y a pas de foot. Mais oui, mais en plus, c'est le serpent qui se mord la queue. Je disais à Benji tout à l'heure hors antenne quand on préparait un peu l'émission, je lui disais, ce qui est terrible, c'est que on rêve tous et on a tous envie d'être arbitrés par des arbitres entre guillemets indépendants et formés comme Lucas en Belgique ou comme d'autres évidemment et beaucoup ici en France. On ne les respecte pas. Je mets pas tout le monde dans le panier, mais
on ne les respecte pas globalement, et donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a de moins en moins d'arbitres, et un jour il n'y en aura plus, et on reviendra en arrière, où on sera arbitré par l'arbitre du club hôte, qui évidemment va nous entuber, parce que c'est comme ça que ça se passe. Bertrand. Parce que nous, il faut savoir, nous, à mon petit niveau, il n'y a que le central qui est un arbitre neutre, mais les assistants, c'est des arbitres des clubs. On en rigole presque. C'est pour ça, respectez-les, réjouissez-vous d'être arbitré par des arbitres formés. Et je pense que moi, j'ai eu la chance de côtoyer des grands arbitres internationaux, et j'avais un dialogue avec eux, c'était super. Et là, quand je vois les petits jeunes, j'adore d'avoir un petit jeune qui décide d'aller, je vais essayer d'aller faire arbitre. C'est une vocation, franchement, c'est une vocation arbitre, honnêtement. Et quand je vois la peur qu'il a eue la semaine d'avant et que la semaine d'après, on lui apprend qu'il a fait une erreur en faisant ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que en fait, ils ont considéré que c'est condamnable, c'est inadmissible ce qu'il a fait le joueur, mais ce n'est pas un fait grave. Donc mais si, c'est déjà trop grave. Voilà, c'est déjà très grave. Et tant qu'on ne sanctionnera pas, parce que lui, il a été sanctionné, ce joueur, il a pris 5 ou 6 matchs. Mais tant qu'on ne sanctionnera pas le club beaucoup plus fortement, eh ben, on ne protégera pas les arbitres, parce que lui, il est sanctionné, mais donc le club, si le club était sanctionné, et j'ai rien évidemment contre ce club-là, ni contre aucun club, j'ai pas d'a priori sur qui que ce soit, et ce serait Valère, ce serait la même chose aujourd'hui si Benji avait fait ça, il aurait le même discours, ou un de ses coéquipiers. Mais en fait, tant qu'on ne s'attaquera pas de manière beaucoup plus virulente au club et à la façon dont ils gèrent leurs ouailles, pardon, mais ça se reproduira, et on continuera de ne pas protéger les arbitres, et on continuera de laisser penser dans les clubs qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Si vous commencez à taper sur les clubs, à vraiment taper sur les clubs, c'est-à-dire là pour le coup match perdu plutôt que match à rejouer, le club, qu'est-ce qu'il va faire? Il va beaucoup plus appuyer sur sa politique de sensibilisation vis-à-vis de ses joueurs, vis-à-vis de ses dirigeants, vis-à-vis des parents, pour respecter les arbitres. Voilà, il n'y a pas de secret. Un joueur qui prend cher, il y en a quelques joueurs qui prennent cher de temps en temps, évidemment, ils sont bannis du foot pendant 15, 10, 20 ans, ils ont éventuellement un procès au pénal, mais le mal est fait, parce que quand on arrive au pénal, c'est souvent qu'il y a eu des drames et des arbitres qui sont défigurés parfois, hein, ça arrive. Avant d'en arriver là, voilà, pour pas en arriver là, vous tapez beaucoup plus fort sur les clubs, et là, tout le monde va comprendre. Quand les clubs auront été sanctionnés, quand ils auront été exclus des compétitions, quand ils auront eu match perdu pour un fait comme celui-ci, une menace vis-à-vis d'un arbitre, je peux vous garantir que le président ou l'entraîneur du club, il ira voir ses joueurs, et ce sera interdit de s'adresser de cette manière-là aux arbitres. Mais c'est exactement ça, Bébert. Ça a été, et ça nous concerne nous. J'en parle là, mais ça peut arriver régulièrement. On a eu des cas, puisque les instances nous ont envoyé des cas similaires où ça avait été jugé pareil. Et je trouve ça, pour moi, c'est une sorte d'injustice. Bonsoir. Ça y est, il est là. C'est la première fois que je vois ça. J'habite en ville pourtant, mais bon, c'est. Bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Je suis avec mon téléphone, désolé. Non, mais ça va le faire. Il est là, donc. Notre invité, donc rugby ce soir, c'est le coach du MHR, Johan Codulot, coach du MHR, d'un MHR qui fonctionne bien, qui tourne bien. Oui, on est content. Après, il faut relativiser cette performance. On a joué contre une équipe dans laquelle il manquait quand même pas mal de joueurs, qui avaient joué cette demi-finale de Champions Cup remportée contre Toulouse. Donc, on relativise, mais on est content quand on prend 5 points, qu'on avance au classement, qu'on se sort définitivement de cette 13e place, parce qu'il faut se souvenir que la saison dernière, on a fini 13e, donc c'est un traumatisme qui est quand même resté au club, et j'espère que définitivement on n'en parlera plus et qu'on pensera à regarder un peu plus haut, tout simplement. On s'est longtemps demandé, et certains supporters le disaient là sur le chat, on s'est longtemps demandé à quoi allait ressembler la fin de saison de Montpellier. Est-ce que les 2 derniers matchs viennent d'y répondre? Et est-ce que la réponse c'est on vise clairement, officiellement les playoffs? En début de saison, on a discuté avec les joueurs qui, eux, comme c'est des joueurs qui sont ambitieux, voulaient finir dans les 6 premières places. Nous, on a été un peu plus prudents en déterminant qu'on voulait retrouver la Champions Cup et être dans le top 8. Donc, c'est un objectif qui est aujourd'hui atteignable, bien sûr. On sait qu'il nous reste 3 matchs. Si on en gagne 2, on est quasiment sûr de finir dans les 6. Donc, bien sûr, l'appétit vient en mangeant. On a envie, on est des compétiteurs, on a envie d'y arriver. Et je pense que les joueurs nous ont répondu dimanche. Et dans la continuité, j'espère qu'on fera
un match, même si on sait que ça va être difficile à La Rochelle, pour essayer de le remporter, quoi. Ouais, parce que malgré tout, tout le monde s'emballe et moi le premier, mais la fin de saison n'est pas simple. Non, elle n'est pas simple. On va à La Rochelle qui a retrouvé de sa superbe, qui est le La Rochelle qu'on a connu sur les grandes campagnes européennes qu'ils ont eues. Voilà, ils ont retrouvé leurs meilleurs joueurs, Skelton, Aldrit, il y a Bourgarit qui va revenir. Donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment très très forte chez elle, à guichet fermé. Donc on sait que ça va être difficile, mais je pense que les joueurs ont envie de jouer ce genre de match. Et j'espère qu'en tout cas, on sera là à créer un bras de fer face à eux et être dans une position pour les embêter et essayer de gagner, voilà, tout simplement. Mais ça va être dur parce qu'après, on va au Racing qui est encore en course, même si ils sont entre deux, entre le maintien, mais ils peuvent encore basculer sur la 6e place. Et pour finir avec Clermont qui est encore en course aussi. Donc, ce championnat, Ouais. il est fabuleux. Il n'est pas fabuleux pour nous parce que c'est très difficile sur les bords du terrain. Mais il est fabuleux pour les supporters parce que chaque week-end, il y a des choses, des enseignements, des choses qui. Il n'y a rien qui est figé et c'est ça qui est beau dans ce top 14. Et on va en parler de vous justement au bord du terrain, puisque vous avez pris cette équipe l'été dernier, il y a seulement un an. C'est votre première saison en tant qu'entraîneur en chef du MHR. Avant de parler de ça, je continue sur le match contre Bordeaux. Il y a encore des messages sur le chat. Et je sais aussi une chose, Johan, c'est que Benjamin Psaume, notre consultant, l'un de nos consultants dans cette émission, est un ancien footballeur, mais un grand amateur de rugby. Et il a beaucoup apprécié le match ce week-end. Il a beaucoup apprécié le derby contre Perpignan aussi, le résultat en tout cas. Et ce que Benji a sans doute aimé, et c'est ce que j'ai aussi aimé ce week-end, et j'imagine que vous partagez, Johan, c'est ce duo entre Boutier et Colli, 9 et 10, 10 et 9 pour le coup, si je prends dans l'ordre dans lequel je les ai cités. Est-ce que vous considérez que ça a été en effet une des clés de cette victoire contre Bordeaux? Ouais, je trouvais qu'on a eu des avant-conquérants qui ont dominé l'adversaire, surtout les 30 premières minutes, comme tu l'as dit. Et une charnière qui a été magistrale. On a bien alterné entre nos avants et nos trois quarts, et ce qui nous a permis justement de créer des surnombres et d'aller chercher des espaces sur les extérieurs. Donc, bien sûr que ce charnière a été de bon niveau pour justement pouvoir créer ces surnombres et marquer des essais et rendre les gens heureux aussi. Donc, on n'est pas là pour ça. On est là pour gagner des matchs, mais quand ça devient beau, c'est vrai que notre rugby n'était pas très beau depuis le début de la saison. Mais on en avait conscience et on avait mis en place un projet par rapport à ça, en ayant la conquête et la défense comme curseur important de notre projet. Mais voilà, c'est toujours intéressant de réaliser des performances comme ça et notre charnière a été importante là-dessus. Oui. Johan, c'est le match référence. Ouais, de manière offensive, oui, sans problème. On a vu des choses intéressantes qu'on a travaillé à l'entraînement. Donc, oui, pour nous, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Après, je le répète, je ne veux pas minimiser notre performance, mais on a joué un petit Bordeaux avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui ont joué. Voilà, il manquait quand même des joueurs de qualité, même si les joueurs qui étaient sur le terrain ont tous joué en top 14 et c'est des joueurs qui sont reconnus. Mais on sait que ce qui nous attend contre La Rochelle sera beaucoup plus difficile, mais bien sûr, offensivement, c'est un match qui est abouti et on va se servir de ça pour avancer sans problème. Et il paraît en effet que sur les 15 derniers jours avant ce match, offensivement, vous les aviez fait cravacher à l'entraînement. Il paraît que... Ouais, non, on essaie de travailler des systèmes pour que justement on puisse prendre la confiance et pas surutiliser nos avants. La problématique qu'on avait, c'est que on a des avants qui sont costauds, qui sont forts, et donc le fait d'être costaud et fort, souvent il y a un peu moins de déplacement. Et c'est vrai que le fait de les surutiliser, on les cramait un petit peu et on l'a ressenti en milieu de saison où on les a sentis en difficulté. Et les trois quarts prenaient pas la main sur le jeu. Et grâce à notre charnière dimanche, ils l'ont réalisé. On n'a pas surutilisé nos avants. On a fait 2-3 temps de jeu. Ensuite, on a basculé avec nos trois quarts, ce qui a permis justement cette alternance d'arriver à trouver ces espaces libres. Et avec les joueurs de qualité, que ce soit George Bridge, Miles Moustin, que vous avez vu, Mourbi. Donc ces joueurs-là ont permis justement de créer des surnombres avec notre paire de centre, Auguste Cadeau et Arthur Vincent. Donc c'est intéressant quand on est coach, qu'on travaille avec l'ensemble de mes coachs et qu'on arrive à avoir des performances comme ça. C'est sûr que c'est intéressant, même si c'est les joueurs qui sont sur le terrain et c'est eux qui
qui détermine ça. Et nous, on regarde et on les contemple un petit peu, quoi. Peut-être pas que regarder, vous êtes modeste. Minimise. Johan, Montpellier, on le disait tout à l'heure, n'a pas toujours joué les premiers rôles cette saison dans ce top 14. Il y a eu des moments difficiles. Et j'ai une question sur le chat, c'est Lucas qui dit, est-ce que les matchs à Béziers nous ont pas porté préjudice quand même quand il a fallu s'exiler? Moi, je l'ai très mal vécu, je ne veux pas le cacher. Je trouve que ça a été quand même difficile. Et après l'enchaînement, je pense qu'on a aussi perdu pied, nous. Le fait d'être jeune staff aussi en fait partie. Et on a failli passer à la trappe contre Castres 2 semaines après. Et notre match à Vannes est un peu le révélateur. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui les 14e et c'est notre plus grosse défaite. On n'a pas pu monter au classement aussi rapidement qu'on le pensait par rapport à l'émulation qu'on a eue sur le second bloc. Mais finalement, on s'est ressaisi et là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait beaucoup plus de maîtrise et peut-être on serait rentré dans les 6 si on avait réussi ce 3e bloc avec ces 2 matchs à Béziers. Du coup, Joël, ma question, c'était ça, il est mort de rire aussi. Ma question, je le voyais, moi, je comparais avec le foot. Quand vous arrivez, vous et votre staff, comme ça, dans une équipe qui a une saison mais ultra compliquée, où ça atteint psychologiquement les joueurs, le premier boulot, quand vous allez démarrer la prépa, c'est vraiment d'essayer de laver les têtes. Ou est-ce qu'il y a un autre aspect, je l'ai vécu aussi dans certains vestiaires, où le fait, comme ça a été tellement difficile la saison d'avant, on ne veut pas revivre ça, donc on va en faire plus et se donner un petit peu plus pour la saison d'après. Mais je veux savoir, en tant que staff, quand on arrive dans un vestiaire meurtri comme ça, c'est quoi les premiers discours? C'est plus sur la psychologie que sur vraiment le physique ou autre chose? Mais en fait, on connaissait quand même pas mal de joueurs parce qu'on vivait avec eux. Moi, j'étais au centre de formation. Benoît Payog aussi était au centre de formation. Geoffrey Numéro avait arrêté sa carrière et d'autres étaient des coachs adjoints. Et c'est vrai que mon premier truc a été de déterminer les leaders, en fait. On avait des leaders en Berne, comme Yacouba Camara, qui était le capitaine emblématique de la finale de 2022. On avait des Boutier qui étaient blessés. Sur Vincent, qui n'était pas à son niveau et qui était pas spécialement leader à ce moment-là. Et c'est vrai que il fallait trouver les leaders déterminés et surtout ne plus parler de ce traumatisme-là. Et la problématique, c'est qu'on perd ce premier match contre Lyon à domicile qui remet un petit peu tout en question, qui refait penser à l'année dernière le fait de vivre, d'être 13e ou 14e, d'être en difficulté là-dessus. Et c'est vrai que très rapidement, on a vu Stuart Hogg et surtout Billy Vunipola qui étaient des nouveaux joueurs et qui ont commencé à apprendre le truc. Je trouvais vraiment intéressant. Et à un moment donné, je me suis posé la question sur le 2e match amical de dire à Billy Vunipola, c'est toi qui vas être capitaine de l'équipe cette année. Il m'a dit non. 80 sélections en équipe d'Angleterre. J'ai dit, si, c'est toi le capitaine, sinon tu joues pas. Tu n'as pas le choix, tu es obligé. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'il était capitaine parce qu'il n'a jamais été au Saracens. Et il a adhéré à ce projet-là. Il a fait des gros efforts en français parce qu'un capitaine qui ne parle pas français par rapport aux arbitres et tout ça, c'était quelque chose de difficile. Mais je voulais vraiment couper avec ce qui s'était passé. Et c'est vrai que ça a vraiment permis au leader d'avant, donc Anthony Boutier qui est revenu de blessure et qui a réalisé des bonnes performances après ça, Yacouba Camara qui est revenu à son niveau. Voilà, grâce à ça, on a eu des joueurs qui se sont révélés et des joueurs qui étaient des leaders et ça a permis de faire repartir ce vestiaire-là. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très difficile et c'est quand même assez intéressant de manager ça parce que tu as des situations qui sont complexes avec des joueurs qui ne sont pas à leur niveau et il faut essayer de les ramener et humainement, le fait de trouver des leaders, c'est quelque chose qui est essentiel dans un groupe et des fois, nous, coachs, on se sert beaucoup de ces joueurs-là et ça nous permet justement de pouvoir avancer rapidement. Déconnier fait partie de ces joueurs-là. Lenny Nouchi qui est en formation, qui est un joueur aujourd'hui, quand Billy n'est pas là, c'est notre capitaine. Donc on a essayé de recréer ça avec l'objectif de justement d'avoir des mecs qui nous gèrent le vestiaire tout simplement, quoi. Ouais. C'est énorme. Johan, par rapport à ça, par rapport à ta gestion, tu es entraîneur, je le disais tout à l'heure, tu es entraîneur depuis moins d'1 an, c'est ta première expérience d'entraîneur en chef d'une équipe de top 14. Alors, tu es passé, tu as tout connu, hein, tu es hérolté, tu as joué
au MHR, tu as été en charge de la formation, tu as été entraîneur ensuite dans le staff, mais des avants. Mais est-ce que les choses te surprennent encore ou est-ce que tu es encore surpris, émerveillé ou est-ce que finalement tout ce à quoi tu es confronté, tu connais? Alors, par rapport aux joueurs, ce que je trouve, moi, c'est qu'il y a une adaptation à avoir par cette génération. Cette génération, elle est autocentrée, et c'est pas négatif, hein, c'est-à-dire qu'elle est intéressée que par sa performance. Et il faut, quand tu fais des causeries d'avant-match ou quand tu fais un retour match qui n'est pas positif des fois, tu cries. À l'époque, je pense que Benjamin, tu es dans le même cas que moi, mais à l'époque, nous, on adhérait à ça. Moi, ça me. Oui. Voilà, j'aimais bien me faire engueuler collectivement. Aujourd'hui, ils n'adhèrent plus du tout à ça. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des vidéos individuelles. Ils veulent qu'on ait une communication avec eux, qu'on soit dur, mais qu'on soit dur sans les autres, en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai réussi à avoir par rapport à mon expérience avec le centre de formation. Après, on va dire, par rapport au boulot, ce qui est énorme et difficile, c'est la pression qu'on a et qui est quotidienne, constante, qui ne te lâche pas, et on va dire la pression que tu peux avoir dans ton club et la pression que tu peux avoir à l'extérieur. Et ça, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est quand même quelque chose de difficile. Et c'est pour ça que pour moi, c'est nouveau. Et c'est des fois dur. Les dimanches sont difficiles après les défaites. Difficile pour moi, difficile pour la famille. Et c'est des choses qui sont obligatoires dans ce job-là. Et c'est aussi ça qui est intéressant quand on a gagné des matchs et que le lendemain, on est beaucoup plus tranquille. Donc voilà, mais aujourd'hui, voilà, cette génération, elle est particulière. C'est pas la nôtre et il faut réellement s'adapter. Et c'est des choses que je connaissais avant, même si ce job-là, il faut pas se leurrer, on s'est beaucoup trompé. Sans expérience, toujours difficile de faire des choses, quoi. Et est-ce que, bon, même si rien n'est acquis encore par rapport à ce top 6 ou les objectifs de la saison et elle n'est pas terminée, mais est-ce que tu es déjà quelque part soulagé? Est-ce que de la façon dont cette première année sur le banc s'est déroulée finalement et avec l'issue qu'on est en train de connaître, c'est-à-dire quand même une place aujourd'hui de 6e à 3 matchs de la fin, et est-ce que globalement, si tu tires déjà un premier bilan, il est satisfaisant, quoi? Est-ce que tu te dis, bah ouais, j'ai bien fait de dire oui, quoi? Oui, non, je dis que j'ai bien fait de dire oui. Après, où je suis un petit peu, on va dire, j'ai encore envie de plus, c'est que je me dis qu'on n'est pas loin et qu'il faut y aller, quoi. Voilà, et je suis un compétiteur, j'ai envie d'avancer, j'ai envie qu'on n'ait pas de regrets. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est le moment de mettre l'accélérateur, le coup d'accélérateur. Et je serais déçu vraiment si on ne gagnait pas les matchs qui nous restent, en tout cas le maximum, et pour essayer d'arriver à cette 6e place et connaître des phases finales. Il ne faut pas se cacher les choses, même si on sait très bien que si on a 2 défaites ou voire 3, on est 10e ou 11e et la saison, elle est pas réussie. Donc, le soulagement après le match, il y était, mais on est reparti, on a turbiné le mardi parce qu'on a envie de plus. Et j'ai un staff qui est comme ça aussi. J'ai que des compétiteurs. J'allais dire, tu as un sacré staff de compétiteurs. Hein. Ah oui, j'ai des mecs. Si moi je lâche, eux ils lâchent pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Et on a remis la pression sur les joueurs et on est reparti pour justement essayer de, comme je leur dis aux joueurs, de créer un bras de fer à La Rochelle, quoi. C'est-à-dire que si on en prend 40 à La Rochelle, ça voudra dire qu'on n'a pas compris les choses. Et je leur ai reproché d'être faible à Lyon il y a 3 semaines maintenant. Ça fait 3 semaines qu'ils me disent qu'ils ne sont pas faibles et ils sont en train de me répondre. Franchement, maintenant pour ne pas être faible, il va falloir créer un bras de fer. Je ne dis pas qu'il faut gagner parce que La Rochelle, ça va être difficile, mais créer un bras de fer et être dans le match jusqu'à la 80e. Et j'allais dire, au-delà des résultats, c'était aussi la mission que le président t'avait confiée, c'était de remettre l'ADN MHR dans toutes les veines, à tous les étages du club. J'imagine, bon, toi tu l'as, il n'est pas approuvé vu
vu ta carrière qui est faite essentiellement de Montpellier, mais le fait d'avoir aussi un Doumerou, un Payoc dans le stade, dans le staff, avec des mecs qui non seulement ont été récemment champions de France, mais qui, pareil, transpirent le MHR, j'imagine que ça facilite les choses et que ça facilite le fait d'atteindre ce double objectif, cet objectif qui est presque au-delà du sportif. Non, c'est sûr. Quand je suis retourné au club en 2020, j'avais zéro. Je crois qu'il y avait Stéphane Welch, un ancien joueur dans l'association, donc dans les équipes de jeunes. Mais après, il y avait zéro joueur qui avait joué, d'entraîneur, pardon, qui avait joué à Montpellier. Et c'est vrai qu'on a ramené cet ADN-là. Après, il faut faire attention et créer des compétences. Beston Stanley, par exemple, qui est notre entraîneur des rugs, des contacts, et un joueur qui n'a jamais, un entraîneur qui n'a jamais joué à Montpellier. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un de hyper compétent. Donc, il ne faut pas se tromper non plus. Mais il fallait ramener cet ADN-là, qui est important pour moi, et déterminé avec des mecs de cette qualité-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que le choix, il est quand même judicieux et intéressant parce que les mecs se battent. Et en tout cas, je me régale tous les jours avec ces mecs. Et quand tu te lèves le matin, que tu as la banane, c'est quand même toujours intéressant de vivre ça avec des mecs que j'ai connus en dehors du travail et qui sont pour certains des amis. Donc c'est sûr que c'est intéressant, même s'ils me challenge et qu'ils me font remettre en question très souvent. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Hein. Ça fait 10 mois que je fais ce travail. Je crois que j'ai gagné 10 ans d'âge. J'ai pris des cheveux blancs. C'est la vie de coach. C'est la vie de coach. Ça se voit pas trop, ça se voit pas trop. Exactement, mais en tout cas, je suis content de vivre ça avec eux parce que ça reste malgré tout des bons moments, même si on a eu des périodes difficiles. Après, ce qui est intéressant, c'est que... Vas-y. Ouais, juste, j'ai une question sur le chat, là, puisqu'on parle du staff, qui, évidemment, ça a échappé à personne. Moed Altrad a récemment évoqué l'avenir de Paul Willemse, qui pourrait, selon ce que Moed Altrad a dit, arrêter sa carrière à la fin de la saison. Il est de toute façon en fin de contrat. Il n'a pas rejoué depuis octobre. Il s'est mangé une énième commotion et on pense évidemment à lui. J'ai des messages qui demandent évidemment de ces nouvelles, tu en as sans doute. Et moi, je me suis demandé, est-ce qu'un Paul Willemse aussi, qui pareil, est là depuis une éternité, est-ce que c'est déjà des échanges qui ont eu lieu ou pas du tout? Est-ce que tu l'imagines intégrer que ce soit le staff, que ce soit les bureaux, que ce soit le MHR dans un autre rôle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué? Je te cache pas que non. On pense aux joueurs de rugby aujourd'hui. Arrêter sa carrière, je trouve ça difficile, surtout la grande carrière qu'il a eue avec des matchs en équipe de France. Donc il y a un profond respect par rapport à tout ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir s'il pourra rejouer au rugby. En tout cas, j'espère pour lui qu'il arrivera à avoir une reconversion intéressante. On n'a pas abordé ce sujet-là. Il n'a pas spécialement d'intérêt, lui, d'entraîner. Donc, je pense qu'il serait venu me voir et en discuter. Après, bien sûr, en tant qu'ambassadeur du club, même si on a un très grand qui s'appelle Fulgence Ouedraogo, qui est notre recordman de sélection avec le club, qui nous représente bien. Mais en tout cas... le faire aussi dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, ça peut être quelque chose d'intéressant avec Paul, qui est quand même un joueur qui a marqué le club. Je ne sais pas s'il y a combien de matchs il est, mais il en a plus de 150. Donc, c'est un bon ambassadeur si ça se présente. Après, ce n'est pas moi qui ai le cordon de la bourse qui détermine ça, mais en tout cas, ça peut rester très positif d'avoir ce mec-là qui puisse nous représenter et nous amener de nouvelles idées pour qu'on puisse évoluer. Benji, tu voulais poser une question? J'en ai sur le chat sinon. Vas-y, parce que j'ai oublié. Un poisson rouge. J'ai Lucas qui dit Johan, est-ce qu'il commence à être focus sur l'an prochain ou est-ce qu'il est totalement concentré sur la fin de saison? Est-ce qu'il a commencé à réfléchir aussi voilà, si tu restes à la tête de cette équipe sur la durée, et on te le souhaite et on l'espère, ça voudra dire que les résultats sont là. Est-ce que tu as commencé aussi à réfléchir à ton effectif, à la façon dont tu veux le façonner au fil du temps aussi, hein, avec toujours en tête, j'imagine, cette volonté de à la fois remettre l'ADN au cœur du projet, et puis aussi pas que s'enfermer, tu le disais tout à l'heure sur la constitution de ton staff, mais c'est pas non plus l'idée que d'être dans un entre-soi, il faut aussi aller chercher parfois des compétences ailleurs. Et donc, est-ce que en termes d'effectifs, tu sais un peu à quoi ça va ressembler?
En fait, on a, depuis le mois de mars, la pré-saison, elle est faite. On sait ce qu'on va faire avec les matchs amicaux. Tout est bien calé. Je suis quelqu'un qui aime bien organiser. Après, la saison prochaine, oui, j'y pense beaucoup avec le recrutement qu'on a fait qui est quasiment terminé. Il nous reste un joueur à avoir, mais voilà, des C'est annonces qui? qui vont être faites rapidement, je pense. Non, non, un joueur, c'est pas le joueur spécialement, mais un poste à avoir et on aura fini, on aura fini. Et c'est vrai que ça, c'est quand même intéressant de pouvoir déjà déterminer l'effectif de la saison prochaine. On a très rapidement annoncé aux joueurs qui n'étaient pas gardés dès le mois de décembre. Je pense que c'est important pour qu'ils puissent retrouver quelque chose. Et ils ont tous retrouvé quelque chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Donc voilà, donc oui, on pense à l'année prochaine. On essaie d'améliorer cet effectif-là. Comme je l'ai dit, et ça a été assez important de le dire. Moi, je n'ai pas fait le recrutement l'année dernière. Je n'ai pas participé à ce recrutement-là. Je suis arrivé en connaissance de cause avec le recrutement qui était fait et l'effectif, bien sûr. Après, je l'ai fait cette année. Il y a eu des réussites dans ce recrutement-là. On en a parlé avec Maël Moustin, par exemple. Voilà, après, je construis un effectif pour performer l'année prochaine et être encore meilleur, même si on le sait que le top 14 évolue, les équipes évoluent. Vannes, si ça se maintient, ou Perpignan, si ça se maintient, ça va être des équipes qui vont être encore plus fortes. Donc on sait à quoi s'attendre, mais en tout cas, pour moi, l'effectif de la saison prochaine sera meilleur que celui de cette année et pourra prétendre, en tout cas c'est notre objectif, aux 6 premières places. Donc voilà, on avait déterminé qu'on voulait viser la 8e place cette saison et la saison prochaine, on aimerait rentrer dans ces 6 premières places. Mais on sait la dureté du championnat, on sait que ça va être difficile, mais en tout cas l'effectif sera meilleur intrinsèquement, en tout cas pour moi, la saison prochaine. J'ai Florent sur le chat qui demande est-ce qu'aujourd'hui c'est une volonté du club, en plus d'avoir une identité de jeu très forte, de se tourner vers un recrutement plutôt français et de mettre l'accent sur les jeunes issus de la formation. Oui, on a Liam Akrab qu'on a vu, je crois, 6 ou 7 fois cette saison, qui est notre talonneur de l'équipe de France moins de 20 ans, qui a été élu meilleur joueur du tournoi cette saison, qu'on va voir peut-être d'ici la fin de la saison et qui l'année prochaine comptera pour eux. Donc voilà, et après, bien sûr, on a un club qui est en construction. On a eu une communication qui a été assez négative pour travailler dans ce club-là. Ce club a pas mal de richesses de richesses humaines avec des gens vraiment sympas et l'image que l'on a n'est pas la bonne. Et bien sûr, le recrutement, obligatoirement, empathie. Donc, arriver à faire venir des joueurs français internationaux, c'est toujours difficile. Donc, c'est pour ça que des fois, on se tourne vers l'étranger. Mais l'année prochaine, on aura autant de non-gifs, donc de joueurs issus, qui ne sont pas issus de notre formation, de la formation française, qui seront au club. Donc, Est-ce que on est tu au dis même c'est niveau. malgré malgré le titre récent, c'est toujours compliqué. Ouais, mais un effectif, c'est une construction. Et après le titre, il y a eu des choses intéressantes. Mais on a fait 2 saisons où on a fini 11e l'année d'après. Et je crois on a fini 13e la saison dernière. Donc, obligatoirement, le recrutement empathie parce que Ils ont peur. on n'est pas très beau, quoi. Et quand on n'est pas très beau, les joueurs, ils n'ont pas trop envie de nous rejoindre. Là, on ressent. On a 2 joueurs internationaux moins de 18 ans qui vont nous rejoindre. Voilà, on ressent vraiment qu'on crée une émulation. Moi, le recrutement des jeunes m'intéresse beaucoup, donc je participe à toutes les réunions qu'on fait, les visios, et je pense que c'est pas ma personne qui est importante, mais c'est le poste de manager qui fait que le joueur il voit ce qui va se passer pour lui à la fin de sa formation avec l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Donc, et surtout, mes entraîneurs participent à ces visios et me permettent justement de pouvoir recruter des bons jeunes joueurs pour qu'on puisse les avoir avec l'équipe professionnelle bientôt, quoi. Je reviens au jeu et je vais pas tarder à te libérer, Johan, même si on grappille un peu de temps parce qu'on a eu quelques soucis de connexion et qu'on a plaisir à t'entendre. J'ai Lucas sur le chat qui disait est-ce qu'il a une idée du pourquoi de nos faiblesses, souvent en seconde période? On peut dominer, avoir 15 points d'avance et perdre à la 79e cette saison. Ça nous est arrivé trop souvent. Pourquoi l'équipe a cette relâche? Personnellement, ils me font stresser quand je regarde les matchs, alors que j'imagine même pas Johan qui doit stresser encore davantage que moi. Non, j'aimerais qu'il me donne la méthode et comme ça je la mettrai en place, Lucas. Mais non, il a raison. C'est notre mal. On a essayé de bosser sur notre mi-temps parce qu'on a beaucoup de problèmes entre la 40e et la 60e.
Et donc, on a essayé de travailler sur notre façon de parler, sur la communication de nos leaders avant nous. On a essayé de bosser là-dessus, sur un échauffement juste avant de rentrer. Voilà, on a essayé de bosser sur nos 10 minutes de mi-temps pour améliorer les choses. Et le moment où on l'a fait, on a à la mi-temps d'un match, vous vous souvenez, contre le Stade Français. Stade Français, ouais, c'est le contre-exemple. Voilà, donc il y a eu ce contre-exemple-là. Et donc là, j'ai hurlé. Et je leur ai dit que si vous voulez être grand, c'était le moment et qu'il fallait le faire. Et ils l'ont fait en deuxième mi-temps. Donc on a su très rapidement que ce n'était pas physique et que c'était aussi dans les têtes. Et que, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le match qu'on a joué contre Bordeaux, on surutilisait nos avants, donc obligatoirement nos avants, à un moment donné, il fallait qu'ils respirent, et ils respiraient de la 40e à la 60e, et ils revenaient après dans ce match-là. Le coaching a fait du bien, mais c'est vrai qu'on a cette problématique-là, et elle est toujours psychologique, tu vois, c'est que les mecs savent qu'à la 40e, ça va être difficile. Et je leur ai dit, le score qu'on a contre l'UBB, c'est le même que contre le Stade Français, mais inversé. Donc, il faut faire attention. Et je pense que je leur ai apporté la poisse, et que derrière, ils ont eu, même si ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont eu 10-15 minutes un peu difficiles. On a fait des essais. Et après, on est revenu. Mais c'est des choses, bien sûr, qu'on travaille et on va essayer de faire en sorte de gommer pour que, justement, on puisse respirer plus rapidement, même si je crois qu'on a eu la chance de vivre ça le samedi dernier, avant notre match, pardon. Je crois qu'il n'y a aucun match qui s'est fini, on savait le vainqueur à la 80e. Donc aujourd'hui, le top 14, il est tellement difficile que les coups de mou sont importants, mais comme le dit Lucas, c'était récurrent chez nous, et il faut qu'on améliore ça, et sur les 3 derniers matchs, si on veut viser quelque chose, quoi. Il ne faudra pas de trou d'air. Sur les 3 derniers, c'est En bon. tout cas, je sais pas si je vais pas trop m'avancer, je vais pas parler à ta place, mais tu malgré le stress, malgré cette fin de saison incertaine, malgré tous les petits défauts à gommer et que tu as analysé, on sent quand même que tu débordes de plaisir à entraîner cette équipe-là. Je sais pas, moi je ressens ça ce soir. T'as l'air, je sais pas, t'as l'air heureux, t'as l'air. Il est frais. Première saison. T'es l'entraîneur le plus jeune de top 14 aussi, donc c'est peut-être ça. T'as une fraîcheur, t'as une. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Je travaille pas à l'usine. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent, ma famille qui sont à fond avec moi. Voilà, et je fais un boulot fabuleux. Donc je vais pas me plaindre. C'est pas évident tous les jours, mais moi j'aime la compétition. Je suis capable de regarder n'importe quoi à la télé comme sport. Je regarde toutes les divisions au rugby, je regarde le foot. Je suis un supporter montpelliérain, donc que ce soit le hand, le foot, n'importe quoi. Bon, malheureusement, c'est dur. Foot, voilà, mais voilà, j'adore la compétition, et j'adore manager. J'ai toujours joué à Football Manager, et aujourd'hui je le fais en vrai, donc c'est quelque chose qui m'anime et qui m'intéresse profondément. Ouais. Johan, je veux pas te mettre la pression, mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de clubs sur cette fin de saison à Montpellier qui peuvent rapporter un titre à la ville. Donc, malheureusement, il n'y en a plus. Je crois presque. Pas pour te mettre la pression, mais quand même, quoi. On va le Brennus, quoi. On va pas s'emballer. Ça serait beau de finir 6e déjà. Ça serait vraiment une réussite d'où on vient. Comme j'ai dit en début de saison, et je l'ai signé en rigolant avec un copain, j'ai dit voilà, si on est 8e, je signe la feuille, et je l'ai signé. Voilà, quand on vient de la 13e place, c'est un traumatisme tellement important. Il y a certaines équipes comme Perpignan qui l'ont fait plusieurs fois, et on crée une habitude. Nous, ce n'est pas habituel. Il y avait 0 joueur qui avait des clauses de descente. C'est dire. Donc, je trouve qu'on n'était pas équipé pour vivre ça. Et voilà, donc quand on sort de là, c'est ultra difficile d'avoir des objectifs très ambitieux, même si aujourd'hui on est aux portes de la 6e place, on y est, et que si on fait un très gros match à La Rochelle, on peut se permettre d'y rester. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui est intéressant, mais de là à se dire qu'on va être champion, j'y pense même pas, pour pas te cacher les choses. C'est pas quelque chose qui m'anime, même si quand on démarre un championnat, on a envie de le gagner. Mais voilà, après on l'a vécu par le passé, hein, en 2011. Ouais. Notre première finale, on finit 6e, on va gagner à Castres.
On gagne notre demi contre le Racing et malheureusement on perd contre Toulouse. Donc oui, bien sûr, c'est toujours des choses exceptionnelles à vivre. Mais déjà, rester aux 6 premières places et jusqu'à la fin de la saison, ça serait quelque chose pour moi exceptionnel. Il y a Vincent qui nous dit très agréable et intéressant d'écouter Johan Codulot ce soir. Je souhaite au MHR de finir la saison de la meilleure des manières. Il y a Anto Payat qui nous disait que le MHB, il y a plus que le MHB en effet qui peut gagner le Final Four, la Coupe de France et puis le Final Four. Il y a Lucas qui nous dit c'est un plaisir d'écouter Johan. Merci de nous avoir évité le stress de l'an dernier avec le barrage et de maintenir le club, de proposer un jeu alléchant et qui en plus donne vraiment envie d'aller voir les matchs. Donc il y a une partie du contrat qui est quand même remplie. Et il y a un autre truc qu'on a perçu ce soir, c'est que, et puis on l'a perçu aussi pour ceux qui t'écoutent tout au long de la saison, mais c'est que tu as vraiment pour le coup, on parle souvent, on en a parlé dans cette émission, on en parle régulièrement, que ce soit à travers le rugby, le foot, le hand, enfin, tu as vraiment pour le coup, toi, le sang MHR qui coule dans les veines, quoi. On sent que tu es un amoureux de ta région, de ton territoire, de ton club, des clubs sportifs montpelliérains. Enfin voilà, c'est sûr que ça, on peut pas te l'enlever. Et c'est sans doute aussi ce qui fait que Mouad Altrad, à la surprise générale à l'époque, quand même, est allé te chercher. Oui, j'ai bien compris et c'est normal que les gens avaient du mal à y croire. Et moi aussi, hein, quand j'ai dit oui au président et que je me suis retrouvé dans la rue devant chez lui à récupérer ma voiture, je n'en menais pas large parce que je me suis dit pourquoi j'ai dit oui. J'avais l'impression que j'avais une mission et que ce n'était pas moi qui Johan Codulot, mais c'était tous les Montpelliérais qui étaient derrière moi qui avaient envie que ça change, tous les anciens joueurs du club. J'invite à chaque fois un ancien joueur à venir partager des moments sur les matchs à domicile. Et pour moi, j'ai cet ADN-là, c'est important. Je dis toujours, à Montpellier, il y a 20% de Montpelliérains qui sont nés à Montpellier et on est une terre d'accueil. Et c'est ça qui est important. Donc, comme j'ai dit à Jordan, de m'avoir accueilli d'ailleurs. Voilà, comme j'ai dit à Jordan Uelezé, qui fêtait son 10e match pendant que Arthur Vincent fêtait son 100e match. Donc, 100e match de Arthur Vincent, c'est fabuleux. Et je lui ai dit avant le match de La Rochelle, qui était un moment fondateur de notre groupe, je lui ai dit voilà, aujourd'hui c'est aussi important Arthur Vincent que Jordan Uelezé qui fait 10 matchs, quoi. Et c'est ça qui est important à Montpellier. Et c'est la problématique qu'on a eue, c'était qu'à force d'accueillir des gens de l'extérieur, ces gens-là sont accaparés ce club-là, alors qu'il faut remettre un petit peu l'église au centre du village. Et moi, mon objectif, au-delà d'être manager du club, c'est de construire un projet avec des joueurs qui l'alimentent grâce à la formation et d'animer tout ça avec je suis les résultats de mes moins de 16, de moins de 18, je les harangue pour qu'ils soient meilleurs et il faut qu'on arrive à redevenir champion chez les jeunes et c'est ça moi qui m'anime. Après si je passe le témoin à quelqu'un d'autre et qui continue à faire ce que je suis en train de faire, je le prendrai avec grand plaisir. Et le plus important pour moi aujourd'hui, c'est notre image, améliorer notre image et faire en sorte que le club de Montpellier revienne en haut-dessus et soit un club qui soit accueillant et qui ait une bonne image aux yeux du rugby français et du sport en général. C'est en bonne voie, avec des garçons comme toi et comme ceux qui garnissent ton staff, persuadé que c'est en bonne voie. Tu vois, il y a un parallèle entre le Montpellier Sport Club, notre émission, et ta saison. C'est qu'on a moyennement démarré, tu vois, en termes de connexion, et là, on est sur une autoroute de la technique, quoi. Bon, on dirait que c'est de ma faute. Là, on est en Pro D2. Je t'avais dit ce soir. On est en play-off. On a fini en play-off. J'ai Florent qui nous dit aujourd'hui sur Twitch, notamment les émissions sur le rugby grandissent, le petit bureau, et je pense que beaucoup de gens s'intéressent de plus en plus au rugby, et c'est bien que Montpellier soit de cela à travers le club du MHR. D'autres messages ou pas? Oui, j'en vois. Il y a des messages très sympas pour toi. Voilà, je pense que je t'en ai lu assez, parce qu'après, sinon, tu vas plus rentrer dans tes...
Johan, merci beaucoup. On est heureux de t'avoir entendu ce soir. Les supporters aussi, les supporters du sport montpelliérain globalement. Il y avait beaucoup de Payadins, et t'en es un aussi, visiblement, on l'a compris, qui était avec nous. Et voilà, les supporters du MHR pourront revoir ça et réécouter ça sur YouTube. On mettra le replay, évidemment, comme à chaque fois, et ce sera monté et vous aurez tous les bugs effacés. Et voilà, tous les tics de langage de Benji, j'efface tout. J'efface tout ce que je dis, en fait. Et en tout cas, voilà, je suis vraiment très heureux de t'avoir. On s'est pas rencontré physiquement encore, mais je suis heureux de t'avoir donné la parole ce soir, de t'avoir entendu. Tout le monde l'est. On est de tout cœur avec toi et avec l'équipe pour la fin de saison, pour les 3 derniers matchs, et on espère qu'il y en aura davantage. Ce sera bon signe, mais quoi qu'il arrive, voilà, même si il y a pas plus de matchs que 3, et franchement, on est nous très fiers de la saison et que tu as accompli en termes de résultats, et aussi en termes de ce que tu disais, c'est-à-dire de l'image que tu donnes et que vous donnez avec le staff et avec cette équipe, et ça ne va faire que continuer, que perdurer, j'en suis persuadé. Donc bravo pour ça déjà. Mais merci beaucoup, merci à vous pour cette mise en lumière. Avec plaisir. Avec grand plaisir, et on le refera. J'espère que d'ici la fin de saison, on te réinvite, ce sera bon signe. Mais là, on viendra se voir, on sera tous ensemble. Avec plaisir, moi, les portes, elles sont ouvertes, on n'est pas la NASA, donc vous pouvez venir quand vous voulez, voir comment on travaille, bien ou mal. Et bien. Il n'y a pas de problème, mais en tout cas, je suis ouvert à la discussion pour ça, sans problème. Avec grand plaisir, merci beaucoup, Johan. À très bientôt. À bientôt, bonne soirée. Et bonne saison à tout le MHR et à tous ceux qui œuvrent sur cette fin de saison. Ça nous met du bon au cœur, bébé. Ouais, j'ai Cédric qui nous disait, regarde, autour de toi, les Payadins sont là. Anto Payad qui disait, on espère une belle fin de saison du MHR et force à Johan pour l'avenir. Voilà, il y a beaucoup de messages sympas. Ça nous met du bon au cœur, parce que le volley, malheureusement, ça s'est pas très bien terminé. On les avait eus, ça s'est un peu mal terminé. Il y a encore le hand, heureusement. Le foot, on n'en parle même pas. Donc, on a envie que Montpellier gagne. On a envie que Montpellier nous fasse vibrer. Et je te dis, moi, simple amateur comme ça, mais dimanche, j'ai regardé ma télé et j'ai vibré. Un mot du mercato, quand même, puisque je l'ai teasé. Je voulais vous parler du mercato, parce qu'évidemment, ça travaille et que ça commence à bouger, même si évidemment une partie sera conditionnée, vous vous en doutez, au départ peut-être tardif d'ailleurs de certains joueurs. Lucas qui disait merci Benji, grâce à toi je suis parti à 18h du taf. Il est parti un peu plus tôt, il doit des heures à son patron, Lucas. Fayad d'abord, dossier Fayad, est-ce que vous voulez que je vous parle du dossier Fayad? Vas-y, moi j'ai pas les infos, donc c'est toi là, je t'écoute, j'ai pas d'infos. Tu vas m'écouter religieusement? Religieusement. Khalil Fayad, vous l'avez vu, le coach en fait un élément important de la fin de saison. Khalil rejoue davantage à son poste, et en tout cas avec plus de liberté. Il retrouve du plaisir par rapport au mois passé. Vous savez ce que j'ai déjà dit sur ce dossier-là, Khalil Fayad. Moi, j'ai trouvé que les coachs précédents l'avaient pas forcément toujours bien géré, en tout cas par contrainte ou par nécessité ou par choix, tout simplement. Je trouve que Khalil Fayad n'a pas toujours été aidé en jouant pas toujours à son poste de prédilection. Il a rendu des services, mais je suis pas sûr que ça l'ait servi. Au contraire, j'ai l'impression que ça l'a parfois plutôt desservi. Mais Khalil Fayad, en tout cas, sous Zoumana Camara, est en train de retrouver des couleurs, de la confiance, des libertés, son jeu, du plaisir. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais Khalil Fayad, pas sûr qu'il soit hérolté la saison prochaine. Khalil, la donne est assez simple. Khalil, à condition évidemment que le club y trouve son compte, Khalil, il a envie de continuer à jouer dans l'élite, de continuer à jouer en Ligue 1 ou ailleurs, dans une division d'élite, dans un championnat étranger. Khalil, il se verrait bien partir. Il fera pas de bras de fer si le club n'y trouve pas son compte. Ça, c'est une certitude. Mais le MHSC, d'un autre côté, le retiendra pas non plus à tout prix. Benji, si un club se positionne et que ce club-là lui plaît, il est en tout cas, Khalil Fayad, je peux vous dire qu'il est considéré comme transférable aujourd'hui par Montpellier, et que lui a plutôt envie de partir et de rester dans l'élite plutôt que d'aller jouer en Ligue 2. Voilà, c'est une vérité, et les volontés ont l'air de s'accorder, puisque je vous dis, le MHSC fait pas de Khalil Fayad un joueur qui sera retenu contre sa volonté, absolument pas. C'est ce que je te disais, Bertrand, on en avait parlé il y a quelques émissions, où je t'avais expliqué, quand tu es un joueur de Ligue 1, que tu joues en Ligue 1,
Il y en a certains, ils veulent surtout pas entendre parler de descente, dans le sens où je n'irai pas dans l'étage inférieur. Je veux pas, je veux rester un joueur de Ligue 1. Je pense que Fayad est un petit peu dans ce cas-là, où il veut pas entendre parler de Ligue 2 parce qu'il aura le sentiment de s'enterrer. J'ai eu les mêmes infos un petit peu que toi, où il est pas chaud pour rester au MHSC la saison prochaine. Et il préférera peut-être aller en D1 étrangère pour dire qu'il gagne comme dans la meilleure division à l'étranger plutôt que d'aller en Ligue 2 française. Mais ça, je te l'ai dit il y a quelques semaines parce que j'avais cette expérience-là. Et on apprendra bien évidemment que c'est pas le seul joueur à qui peut-être le MHSC va dire. Alors là, c'est particulier parce que le MHSC il a pas non plus dit on te veut à tout prix. Mais il y a peut-être des joueurs à qui le club va dire on veut te conserver, à qui Camara va dire je compte sur toi, et qui vont dire je veux pas entendre parler de la Ligue 2. Exemple Lecomte ou d'autres joueurs qui voudront pas, ou Ferry, à voir qui peut-être qui diront moi la Ligue 2 je veux pas en entendre parler. Et il y en a pas mal parce que quand tu es joueur de Ligue 1, aller en Ligue 2, des fois on prend ça comme une rétrogradation incroyable. Voilà, donc à voir, à voir. Voilà pour le dossier Khalil Fayad. Au milieu, toujours, il y a Birama Touré, 33 ans le mois prochain, qui va revenir de Turquie, où il a été prêté par Montpellier. Et sauf avis contraire du coach, Zoumana Camara, le club a l'intention de compter sur lui et sur son expérience, en se disant que son retour en Ligue 1 n'a pas été une grande réussite, a été un peu compliqué, mais que ça peut le faire largement en Ligue 2 et qu'il peut apporter, notamment par son expérience, qu'il connaît par cœur cette Ligue 2. Donc voilà, Birama Touré, plutôt dans le projet, en tout cas aux yeux du club, à voir, évidemment, si au moment de son retour, ce sera aux yeux également de la direction. Il faut voir dans quel état il revient. C'est ce que je te disais. Il faut voir dans quel état il revient, c'est ce que je te disais. Il faut essayer de retrouver des gars qui connaissent. La Ligue 2, c'est particulier. Et lui, je pense qu'il les a, les 200. Les 200 matchs, il ne doit pas être loin de les avoir avec la GIA. Donc, pourquoi pas, on l'a sous la main, voir dans quel état il revient, voir la discussion qu'il a avec Camara. Mais lui, la Ligue 2, il la connaît. Il a eu du mal en Ligue 1 à passer le cap. Mais pourquoi pas le relancer au milieu de terrain, on va en avoir besoin. Là, il y a énormément de joueurs qui vont partir. Donc à voir. En fait, ça se fait. Voyons la prépa, voyons les amicaux, voyons la prépa, voyons physiquement comment il est. Et après, pourquoi pas, ça peut être une bonne satisfaction peut-être pour Zoumana Camara. Ouais. Là, on vous donne des infos sur les joueurs, mais il y a Cédric qui dit des infos aussi sur le futur staff, adjoint, gardien, prépa physique, mental, et Lucas qui dit est-ce qu'il y aura aussi du transfert et un gros mercato au niveau du staff, de l'infirmerie qui naît. En fait, il y a des rendez-vous, c'est en ce moment, il va y en avoir dans les prochains jours, le staff médical notamment, pas que, mais voilà, il y a des discussions avec la direction dans les tout prochains jours. Voilà. Bon, vous aurez des infos après un petit peu, on en parlera Bertrand, mais on va teaser un invité que nous aurons bientôt dans l'émission, mais lui pourra nous répondre. On fera une émission un petit peu, Bertrand, spéciale médicale, parce que c'est un sujet qui a été vraiment depuis des années, on vous entend, supporters, suiveurs, à parler du médical au MHSC. Donc on vous prépare une émission avec Bertrand. Exactement. Je suis bon teaser. Ouais, pas mal. Le milieu de terrain, c'est aussi Abdoulaye Camara. Alors c'est un jeune évidemment, mais je voulais en dire un mot quand même. Capitaine de l'équipe de France U17. Il est d'ailleurs à l'étranger là avec l'équipe de France, qui s'éloigne de Montpellier à l'heure qu'il est. Si on en parle, c'est parce que c'est un joueur qu'on a déjà vu une fois dans le groupe pro avec Jean-Louis Gasset qui aimait beaucoup. C'est aussi parce que c'est un joueur évidemment à fort potentiel. On n'est pas capitaine de l'équipe de France U17 si on n'a pas tout ça. C'est un joueur qui plaît beaucoup aussi à un certain nombre de personnes au centre de formation, mais le centre de formation qui a un patron, n'a pas l'air visiblement d'en faire une priorité. Et j'ai tendance à penser que c'est très dommage. Il lui reste 1 an de contrat aspirant. Ça veut dire que si Montpellier ne lui propose rien d'ici avril prochain, le joueur pourra s'engager où il veut la saison prochaine. Il faudra régler simplement 3 années de formation à Montpellier, donc quelques centaines de milliers d'euros à peine. S'il refuse évidemment ça, le contrat éventuel que Montpellier lui proposerait. Il y a évidemment des clubs qui suivent de près un joueur pareil, vu son statut encore une fois en équipe de France. Et lui, il aurait bien aimé, il aimerait encore, c'est toujours d'actualité, intégrer le groupe professionnel, pouvoir refaire comme sous Jean-Louis Gasset un groupe, refaire des entraînements. Il en a fait que 2 avec les professionnels jusqu'à présent. Encore une fois, c'est vrai que c'est un très jeune joueur, mais les jeunes joueurs aujourd'hui qui ont un fort potentiel comme lui, forcément, ils ont très tôt très envie de goûter au groupe pro, de goûter aux entraînements avec les professionnels. Et puis voilà, c'est capitaine de l'équipe de France U17. Ça veut dire qu'il est quand même pas loin du groupe pro. Enfin, je veux dire, il a pas 12 ans, quoi. Donc, on peut aussi, des joueurs à 16, 17, 18 ans, quand en plus on descend en Ligue 2, s'y intéresser. Mais pour le moment,
c'est un joueur qui se sent pas vraiment dans les plans, pas vraiment regardé, considéré, et je trouve que c'est dommage pour pas dire des termes un peu plus forts que ça. C'est vrai que c'est un petit peu particulier comme cas, puisque tu expliques qu'il a contrat aspirant. Pour expliquer rapidement, le contrat aspirant, c'est le basique de tout joueur en formation. Et tu me dis qu'il est capitaine de l'équipe de France et qu'il est aspirant. Déjà, il y a un truc qui va pas. Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc qui va pas. Donc après, je le connais pas, je me prononcerai pas parce que je l'ai jamais vu jouer, donc je me prononce pas sur des joueurs que j'ai pas vus. Mais surprenant dans ce que tu me dis comme ça, capitaine de l'EDF, il fait déjà une entrée avec Gasset et il fait des entraînements avec les pros. Surprenant pour moi que c'est encore aspirant et que le club ne compte pas dessus. Benji, tu sais, ça fait partie des bizarreries que j'ai évoquées déjà sur les émissions précédentes. Après, je le connais pas. Actuellement le centre de formation, et il y a Julie qui me dit, est-ce que Zoumana Camara peut pas influencer sur ce cas? J'ai pas l'impression justement que Zoumana Camara influence pour le moment dans son sens, comme celui, elle me dit, de Kara à moindre échelle. Oui, c'est vrai, Kara, c'est pareil. Et Benji, tu parlais des Kara, c'est meilleur buteur de la réserve, je crois qu'il a une dizaine de buts, et c'est un très bon joueur. Certains au centre de formation poussent pour qu'il puisse lui aussi signer pro et ne pas être éjecté à la fin de la saison de Montpellier. Mais encore une fois, un club à la fin d'une saison, Benji, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il dispose d'un certain nombre de contrats professionnels, c'est-à-dire qu'il dit combien on va en signer. Et aujourd'hui, le nombre qui a été défini par Montpellier ne permet pas à Kara d'avoir le sien, parce qu'on a fait passer des joueurs avant lui. On s'est dit que Issoufou devait signer et il a signé. On s'est dit qu'on allait proposer je parle des joueurs dans son registre, à Guéguin. Axel Guéguin, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais il se voit proposer un contrat pro, et tant mieux pour lui. Mais tout ça fait que Kara, pour le moment, n'a pas de contrat pro à sa disposition, et que la tendance est plutôt à un départ. Et c'est vrai que quand on entend un certain nombre de personnes nous dire le plus grand bien de lui, forcément qu'on peut s'interroger. Ça me fait penser au petit Loubatière la saison dernière. On avait le même cas, Bertrand, où il performait énormément en réserve. Il performait en réserve. On avait tous été un petit peu surpris qu'il ne propose pas le contrat, mais après, c'est des choix. Bien évidemment que Fred Garny connaissent beaucoup mieux et donnent leur avis sur des choix comme ça, et au centre de formation. Et si on a jugé qu'Issoufou était plus apte à avoir le contrat qu'Ankara, voilà, c'est comme ça. Mais après, ça, c'est les choix. Ouais, mais encore faut-il que les choix... Bien sûr. Il y en a plein qui passent par le cut. Encore faut-il que les choix soient pas discrédités par une méthode et un management qui prête à confusion, et on en a déjà parlé dans cette émission, mais aujourd'hui c'est le cas, ça divise, ça irrite en interne comme à l'extérieur du club, et je pense qu'il est temps à un moment donné que la direction mette son nez là-dedans. Mais bon, après, moi je suis pas à la direction, je travaille pas au club, et je ne suis que spectateur et informateur. Il y a Julie qui nous dit au moins leur donner leur chance, qu'ils puissent se montrer. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu leur chance. Ouais, c'est sûr qu'un Kara, par exemple, moi j'aurais aimé que sur la fin de saison, il intègre le groupe pro, mais bon. Ce sont les choix de Zoumana Camara en lien avec en lien avec... On met Ndiaye devant. Pourquoi pas lui donner un peu de temps de jeu à Kara aussi, de voir. Alors, s'ils ont prévu de ne pas le garder, ça ne sert à rien de lui donner une minute. Si la décision elle est prise, ils le savent très bien s'ils sont là la saison prochaine ou pas, les jeunes de la réserve. Mais ouais, à partir du moment où tu vois Ndiaye qui démarre tous les matchs et Kara qui n'a pas une minute, tu sais qu'il n'est pas conservé, il n'est pas gardé. Mais après, c'est un vivier. On a dit que c'est un laboratoire, ce que faisait Zoumana Camara, pour voir ce qu'avaient les jeunes dans le ventre. Bien évidemment, ceux qui sont sur le terrain, c'est ceux qu'il a envie de voir. Il y en a, il ne veut même pas les voir. Il y en a, il ne veut même pas les tester parce qu'il sait qu'ils ne seront pas là la saison prochaine, comme Kazri, comme TJ. Il les fait rentrer un petit peu pour service rendu, surtout TJ. Mais il s'en fiche que TJ mette un doublé en rentrant ou pas, parce qu'il sait que la saison prochaine, il n'est plus là. Il y a un autre dossier, j'ai Cédric qui dit Frédéric, il est 23h30. Une vidéo de Kara sur ses buts et ses passes décisives. Est-ce que c'est un signe? Un signe que Frédéric Garny l'aime beaucoup, sans doute. Ouais, Florent qui nous dit la fameuse méthode dis-moi qui est ton père, je te dirai qui tu signes. Vincent qui nous dit ou qui est ton agent. Florent qui nous dit Loubatière, Alix, il y en a d'autres. Alors après, il y a aussi par exemple je crois sur Twitter qui répond souvent à ça. Oui, mais où sont aujourd'hui ces garçons-là? Et est-ce que l'endroit où ils se trouvent n'est pas la preuve que le club avait pas tout à fait tort? Les gars, on a vu la semaine dernière
Après, là, on a vu la semaine dernière avec nos trois amis qui étaient là avec nous, qui ont vécu un petit peu ça, de partir sans trop le vouloir du club, d'être, je vais pas dire chassé, mais non conservé. Et je peux vous assurer que c'est un traumatisme qui peut vous poursuivre toute votre carrière. D'être non conservé par ton club formateur où tu connais tout le monde. Je pense à Sacha, voilà, Yannis. Donc, tu as l'impression et d'être légitime et de vivre une injustice. C'est ça. Et donc, après, ça veut pas dire que si ce que je vais vous expliquer, ça veut pas dire que si ailleurs ils performent pas, c'est qu'ils n'avaient pas le niveau pour réussir à Montpellier. Il y a un joueur dans certains contextes, certaines équipes est beaucoup plus performant. Et peut-être qu'à Montpellier, ils auraient plus réussi ou pas, mais c'est pas parce qu'ils réussissent pas ailleurs ou non plus qu'il faut dire que c'était un bon choix de Montpellier ou de choses comme ça. Moi, par exemple, vite fait, quand je me fais non conservé par Toulouse, j'ai mis 2-3 ans à m'en remettre parce que je m'y attendais pas du tout, c'était ma maison. Et ma carrière a repris, j'ai recommencé à performer que quelques années plus tard. J'ai recommencé à performer que 4-5 ans plus tard, où je suis retrouvé la Ligue 1 et compagnie. Donc et ça veut pas dire que j'avais perdu mes qualités, que je suis devenu un mauvais joueur ou un bon joueur. C'est juste que c'est des contextes. C'est juste ça. Donc c'est vrai que c'est des raccourcis, des fois, c'est un peu, voilà. Il y a Florent qui dit exactement les contes de fées à la TJ où l'on n'est pas gardé et on rebondit ailleurs sont très très rares. Ça ne veut pas dire pour autant que le joueur n'était pas bon. Ah c'est pas mon poteur. On a dit la même chose. Mais j'ai pas accès au chat, moi, les gars. Il y a un autre dossier, c'est le dossier dont je voulais vous dire un mot, c'est le dossier Théo Saint-Luce. Dont je me suis laissé dire que Théo Saint-Luce n'était pas forcément dans les plans pour la saison prochaine. Dans la tête du club, il serait voilà, clairement transférable, Théo Saint-Luce, aujourd'hui, contrairement à Mincarelli sur lequel Zoumana... Oui, j'allais te dire, on miserait plus sur Mincarelli. Voilà. Mais Théo Saint-Luce est considéré comme transférable et le club aimerait bien que Théo Saint-Luce se trouve un point de chute la saison prochaine. Je pense que Théo Saint-Luce pâtit au-delà de son niveau ou pas, mais en effet, du trop grand nombre de blessures et de la fragilité. C'est ça, le problème, c'est que s'il a l'étiquette de fragile sur le front, je peux garantir quand tu as cette étiquette-là sur le front, accroche-toi pour l'enlever, pour retrouver des clubs. Les clubs sont toujours réticents. Donc voilà, j'espère pour lui parce que je suis persuadé qu'il a des qualités. Après, on s'est même pas concerté, je n'ai même pas évoqué mes infos avec Benji et vous voyez ce soir qui dit si, j'ai eu les mêmes échos. Voilà. Mais j'ai eu des gens, et c'est vrai qu'au final, tes infos, j'ai un peu les mêmes. J'ai eu un peu les mêmes. Ouais, je connais du monde. Julie qui nous dit, à mon avis, considéré comme trop fragile en effet. Après, certains sont fragiles chez nous et ne le sont plus une fois ailleurs. On en reparlera la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine qu'on parlera du fameux teasing de Benjamin, parce que la semaine prochaine, chers amis, avant de se quitter, j'ai peut-être oublié des infos mercato, mais bon, on vous les filera au courant. On fera chaque semaine de toute façon désormais jusqu'à la fin, l'arrêt de l'émission courant juin. On vous fera un point mercato chaque semaine et puis sur les réseaux sociaux, etc. On reste en contact la team Payade, mais je voulais vous annoncer l'invité de la semaine prochaine. Si tout va bien, j'ai son accord, donc je peux en parler. Nous serons Benji avec Pedro Mendes, un autre Portugais. Après avoir eu Rui Pataka, on fait une spéciale. Lusitanos là. Mais c'est top. Encore un qui a l'étiquette de fragile aussi, malheureusement, qui a été beaucoup blessé. Mais après, Pedro aussi, c'est un copain. Je les connais un petit peu à Dehors aussi. Et je suis très content qu'il vienne dans l'émission parce qu'il aura des choses à nous dire et il nous parlera aussi du Real Madrid. Ça m'intéresse. Exactement. Et puis de la Géorgie où il est en ce moment, Pedro Mendes. Et voilà, moi j'ai beaucoup plaisir. J'ai souvenir d'une interview à Gramont avec lui et j'ai plaisir à échanger à chaque fois avec lui parce que c'est un type, Pedro Mendes, c'est quelqu'un qui, je trouve, a aussi une vision et un regard et un recul sur le foot. Et il a une vraie analyse qui est la sienne, qui est on peut avoir des accords, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent et moi j'ai plaisir à toujours échanger avec Pedro Mendes. Donc, il a toujours été très élégant aussi. On va se régaler. Il était amoureux de la paillade aussi. Il était amoureux de la paillade aussi. On en parlait souvent. Après, le seul défaut qu'il a, c'est que j'ai fait un 31 décembre un réveillon avec lui et il a bu du Perrier toute la soirée. Il a bu du Perrier. Donc là, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire pour moi. Je peux pas l'accepter. Anne qui nous dit j'ai un maillot floqué avec le nom Pedro Mendes. Julie, bon gars, ouais, c'est vrai. Et Anne qui met un cœur aussi pour Pedro. Il sera avec nous donc la semaine prochaine. Je vous dirai le jour et l'heure parce que ça varie beaucoup avec les impératifs d'agenda de Benjamin Saut. Que quand il y a la Ligue des Champions, c'est tout. Sinon, je demande jamais un décalage. Et Julie qui dit Benji, ça reste des bulles le Perrier. C'est pas faux.
Mais bon. Mais je Benji, vois il pas est ces plus, bulles-là il attraper. aime, il Ouais. aime mieux la mousse que les bulles. Voilà. Merci en tout cas à tous. Merci d'avoir été indulgents avec tous les aléas techniques. Franchement, et pour le coup, j'y suis pour rien. Je plaide Là, ça va gueuler, coupable à là. votre honneur. Là, ça va, dans le débrief, ça va gueuler dans le débrief, tu vas prendre cher. Voilà. Tu vas prendre cher. C'est pas normal. Merci Benji, merci Merci à Bébert, tous. merci à Je vous mets le tous. replay sur YouTube très rapidement. Je vais pédaler toute la nuit pour que ça déboule le plus vite possible. Et puis voilà, c'était super d'entendre Rui Pataka, Ouais. d'entendre Joan Codulo. On a eu sur le fond des J'ai voilà, j'ai eu énormément de messages pour sur le foot amateur, c'est ce que je te disais. J'ai eu plein de messages là, j'ai pas tout Ah bah lu, tu mais vois, sur le foot amateur où on partageait ce que tu disais et ce qu'on a dit tous les deux. tu te fais pas Voilà. insulter Parce toi. non, non, on est beaucoup écoutés. Je te dis, énormément de joueurs des clubs que je joue, on est énormément écoutés par les supporters du MHSC, mais aussi les joueurs amateurs du coin dont on ne parle jamais assez. Moi, je suis content d'avoir pu un petit peu évoquer ça. Non mais t'as bien fait, C'est puis la seule c'était un fois. sujet C'est qui la seule méritait fois. d'être Voilà. évoqué. On embrasse Ouais. Julie, on embrasse Anne, on embrasse Lucas, on embrasse un autre Lucas en Belgique. Il y en a un qui est en France et un qui est en Belgique, qui était venu nous voir à l'époque dans le studio dans lequel on officiait Mhm. précédemment. Et j'embrasse aussi son papa. Julie, bonne soirée à tout le monde. C'était excellent comme toujours, nous dit Cédric. Vincent aussi, avec qui j'ai échangé tout à l'heure. J'embrasse le fiston. Vincent, Oui, on embrasse que tu Vincent. connais aussi, Benji, et qui venait aussi nous Oui. voir à l'époque dans l'émission. Et il a posté tout à l'heure une photo très mignonne de son fils qui avait gagné, à qui on avait fait Oui, je me gagner un rappelle. ballon Je me rappelle. dédicacé par Andy Il Delors. Et s'est il venu en était venu studio. ici, le fiston, en studio. Ouais. Et on l'embrasse aussi. Et, Merci à toi. ouais. Vincent, et des cœurs sur vous. Anne qui nous en envoie plein. Il y en a 4. J'en prends 3, je t'en laisse un. Benji, parce que Ça voilà. va. Tu as besoin de la reconnaissance, je sais. Bonne soirée à tous. Merci Allez, encore une merci les fois amis. d'avoir été avec Bonne nous. soirée. Passez une bonne fin de semaine, un bon dernier match de la paillade ce week-end, même si ça compte pour du beurre. Profitez de ces 90 dernières minutes en Ligue 1. Et ensuite, on ira à Guignon, comme disait Rui Pataka tout C'est à l'heure. ça, à Laval. À Laval. Allez, Merci, bonne bonne soirée à soirée les tous. gars. Ciao. Des Merci, bises. ciao.